cela est vrai, ça se passe en télévision entre 10h et 11h52 et vous appelez cela espace mini 10h 11h52, vous allez appeler cela le grand hôpital. Pour vous qui avez des problèmes, pour vous qui pensez que vous êtes surchargé, venez ici et vous aurez du réconfort. Parce que nous sommes mercredi, nous parlerons de la diaspora avec une interrogation éclatante, une interrogation importantissime. La diaspora camerounaise, avez-vous l'impression que cette diaspora est impliquée lorsque nous parlons des projets structurants dans notre pays? Projets structurants au Cameroun, la diaspora a-t-elle été oubliée? C'est la problématique de ce matin. Cette diaspora n'a-t-elle pas son mot à dire? Cette diaspora n'a-t-elle pas l'expertise à apporter? Cette diaspora n'a-t-elle pas du financement à apporter justement au Cameroun lorsque nous parlons des projets d'ordre structurant? C'est la problématique essentielle de ce matin, sans oublier que tout à l'heure, vous aurez également la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun, exercice favori de Théophile Vianney-Biya. Cet autre exercice sied également à Alain Douk, et puis voilà pourquoi, tout à l'heure également, il vous donnera la dénonciation du jour, cette dénonciation qui restera ce fait de société qui vous énerve. À notre niveau, nous avons le courage de poser ce fait de société sur la table du débat, question de proposer quelques esquisses de solutions au canal 6, mais également au canal 508, sur Canal Plus International. Vous êtes à pic sur Info TV, c'est votre chaîne de télévision qui monte, et qui monte encore. Votre fidélité continuera à nous honorer de toutes les façons, si vous en avez convenance. Appelez-moi Perfecto, je modère. Professeur Nubissé, bonjour. Bonjour, monsieur Parfa ici. Bonjour aux co-discutants. Bonjour à vos millions de téléspectateurs. Comment tu vas, professeur? Je vais très bien, monsieur Parfa ici. Je pense que vous êtes déjà en vacances. Non, les vacances à l'université c'est le 31 juin. Le 31 juin. On en a encore pour un mois. Pour un mois. Oui, seulement le mois d'août à l'université, là, l'université camerounaise, le mois d'août est le mois des vacances. Le mois des vacances. Mais nous sommes dans la période qui est consacrée aux examens et aux dernières évaluations aussi. Tout à fait. De toutes les façons, je souhaite que cela se passe dans les normes de l'art. Nous aussi, on souhaite ça. On vous dit merci pour tout ce que vous faites pour les Camerounais en termes de formation. Merci beaucoup aussi. Merci également. Je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez chaque fois de pouvoir m'exprimer publiquement. À côté du professeur Claude Noubissier, lui c'est Djama Joseph Marie ou Marie Joseph. Joseph Marie Djama, bonjour. Bonjour Perfecto, le nom guide des modérateurs comme les spectateurs semble bien appelé pour ces. Il y a plusieurs dénominations. Le nom guide des modérateurs, le pape des modérateurs, le Poutine des modérateurs, l'Himalaya des modérateurs, le firmament des modérateurs, et j'en oublie certainement. Le Dieu donné vend des modérateurs. Simplement pour dire à tous ceux qui vont nous écouter aujourd'hui que la parole de Dieu nous dit bien de prier et de partir. Prier et partir comme quoi ne prie pas pour t'endormir dans ta couche, il faut sortir pour pouvoir gagner la miche de pain. Ah, d'accord. La vie appartient à ceux qui se battent. La vie appartient également à ceux qui se lèvent tôt. Ne pas se dire je dors et tu pries le Seigneur et il t'envoie à manger. Tu as tout dit. Merci, et les téléspectateurs ont également compris que Joseph Marie est un homme d'église, un homme de Dieu, mais il est également panafricaniste et également journaliste. Un autre journaliste qui est sur ce plateau parce qu'en pouvant en cacher un autre, lui c'est notre frère, notre ami, notre DP. Il s'agit de François Mboké. François Mboké, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va parfait. Je souligne que vous êtes le patron de Diapason depuis une vingtaine d'années. 22 ans déjà. Pour être plus exact. Ouais. Est-ce que le chemin a été facile? Pas du tout. 22 ans sans discontinuer, ça veut dire que vous savez que déjà être seulement reporter, c'est pas évident. Pas du tout. Quand vous êtes patron, vous êtes encore tellement sollicité parce que les patrons de presse comme nous continuons d'être également reporters. Ça veut dire que nous apportons notre savoir à la couverture de l'information. Tout à fait. Et puis nous devons chercher les moyens pour que ce journal vive, que ceux que nous employons puissent également vivre de leur travail. Moi, je vous connais depuis une quinzaine d'années. Je dois dire que vous n'êtes pas
simple DP, un DP de pacotille, un DP qu'on doit prendre à la petite semelle, pas du tout. Vous êtes un DP établi avec des locaux bien connus et des employés qui travaillent pour votre compte depuis des années et qui ont des salaires. Et pour cela, on doit vous dire bravo. Hein. Merci. Bravo. Mais je vous suggère de garder le microphone, cette fois-ci pour poser une analyse ayant trait à la Sonara. C'est une forte actualité au Cameroun, c'est le Sonara, et qui est en train d'être relooké, vous mettrez les guillemets à relooké par le gouvernement du Cameroun. Et du coup, ça va légèrement dans tous les sens, hein, en termes d'information ou alors en termes d'orientation stratégique. Vous qui vous connaissez sur le plan également économique, quel est votre regard? Oui, autant plus que Diapason a été convié à couvrir cet événement 29 au 30 juin. Et des experts se sont rencontrés et ils ont discuté devant les autorités. Mais ce que nous observons est que la Sonara actuelle ne mériterait pas d'être relookée. Parce qu'au moment où elle a été construite, on peut voir aujourd'hui le temps est passé. Tout à fait. Oui, et revenir, reconstruire quelque chose qui n'a pas marché, parce que tout le monde sait que la Sonara qui a été brûlée ne correspondait pas à nos besoins. Cela risquerait de coûter beaucoup plus cher. C'est comme si on avait floué le premier président. Faire la même chose qui n'a pas marché, on reviendra dans le même résultat. Donc je pense que, d'ailleurs nous sommes dans des groupes de réflexion où on a des experts qui ont dit qu'avec 700 milliards, on peut faire 2 raffineries. Ah bon? Oui, avec 700 milliards, on peut faire 2 raffineries. Mais là, on est en train d'injecter 700 milliards pour reconstruire qui risque de ne plus avoir des capacités. Parce qu'elle n'a pas été faite pour cela à l'avance. Et il y a autre problème, si on voit géopolitique ou géostratégique, il y a une autre raffinerie qui est en train de se faire à Kribi. Et dans le sud, aura 2 raffineries. Et pourtant, les problèmes que les Camerounais ont pour amener le carburant au nord sont énormes. Alors les gens pensent qu'on peut, sur les 700 milliards, si c'est insuffisant, et c'est là où on retrouve le discours que vous avez ici tout le temps, pour lancer une perche à la diaspora. On en parlera d'ailleurs ce matin. Voilà. Donc on peut lancer là une perche à la diaspora pour dire nous avons besoin de 1000 milliards. Ces 2 raffineries qui seront construites, une dans le sud, contrôlée peut-être par la Sonara, et l'autre qui sera construite également dans le Grand Nord. Parce que dites-vous toujours que la vie ne sera pas toujours douce comme on le veut. Il peut y avoir une catastrophe, soit naturelle, soit humaine, qui empêche que des gens puissent ravitailler la partie septentrionale qui se fait uniquement aujourd'hui presque par route ou par les rails et dont les capacités sont suffisamment réduites parce que la route est d'abord mauvaise. Donc, il est important dans la réflexion de penser à mettre une autre raffinerie dans cette partie du pays pour réduire les surcoûts qui sont liés souvent à ces produits et que le consommateur est obligé de payer. François Mboké, moi j'ai un souci. Hein. Est-ce que vous allez me convaincre de ce que du côté de la Sonara, il n'y a pas des experts qui travaillent? Alors quand vous nous faites comprendre qu'avec 700 milliards, il est fort possible de construire 2 raffineries, même s'il faut même encore ajouter légèrement de l'argent. Vous nous faites également comprendre que le fait de relooker entre guillemets la Sonara, ça ne nous sert plus véritablement à grand-chose, parce que la Sonara que nous avons, c'est déjà les standards dépassés. Voilà. Pourquoi ne pas passer à quelque chose de nouveau, de plus moderne et de plus productif? Est-ce qu'il n'y a pas des experts qui connaissent ces verbiages que nous sommes en train de faire là? Mais parfait. Ça fait combien d'années que vous le dites? Combien d'années que vous donnez des conseils? Nous avons simplement certains de nos dirigeants qui pensent qu'ils n'ont pas à écouter la version du peuple et qui font à leur tête. Et parce que ces propositions ne datent pas d'aujourd'hui. On a dit la Sonara a échoué, sa mission première, parce qu'elle continue de piocher dans le budget du Cameroun. Quand vous regardez ce que nous coûte l'importation du pétrole, alors que nous en exportons aussi, le résultat est nul. Vous savez que les gens ne comprennent pas pourquoi un pays exportateur du pétrole est en train de se plaindre, il vend le carburant cher. Parce que lorsque vous voyez ce qu'on vend, on prend en exportation, est-ce que nous allons en importation? La marge est presque nulle. C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie pure et simple. Voilà. Et donc, on aurait pu donc valoriser cette affaire
en réduisant, comme je disais tout à l'heure, le coût des transports vers le nord. On fait une raffinerie sur place, et on fait une autre, si on veut, à Limbé, mais pas sur le même site. Et maintenant, la SNH est en train de faire une autre à Kribi. Ce serait vraiment très profitable pour les budgets, pas seulement du Cameroun, de la CEMAC aussi. Il y a certains pays qui n'ont pas de pétrole et qui sont ravitaillés par le Cameroun. Merci François Mbokwe pour ce regard concernant donc l'actualité ayant entre la Sonara. Nous y reviendrons dans le cadre de nos programmes pour un peu plus d'analyse et de commentaires parce que c'est un sujet hautement important pour la République du Cameroun. Accueillons notre invité permanent, Alain Douk, et pour les intimes, le Ndouki. Alain Douk, bonjour. Bien le bonjour, parfait. C'est un plaisir d'être là ce matin pour ce mercredi diaspora. Je salue les aînés déjà installés et nos dizaines de millions de téléspectateurs à travers le monde. Comment tu vas? Je vais plutôt super bien. Vous allez comme la Sonara? Non, elle ne va pas bien. Moi, je pense que je vais mieux qu'elle. De toutes les façons, elle sera également des nôtres au bout du fil. C'est une valeureuse Camerounaise de la diaspora. C'est Madame Abodo. Elle est du côté des États-Unis. Elle interviendra pour le compte de EBIA. Il s'agit des Kambeseya Merka. Elle nous donnera les dernières informations concernant ce grand événement qui aura donc lieu du côté des États-Unis en août prochain. 10h, 11h52. Qui dit mieux? Théophile Vianney-Bia, bonjour. El Perfecto, bien le bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour à nos charmants et fidèles téléspectateurs. Et bonjour à tous ceux qui organisent des championnats de vacances en ce moment et qui ont besoin de bons spots publicitaires. Bien vouloir se rapprocher de Parfait ici. Clin d'œil, espace pub. Mais tu n'es pas sérieux. Bon, c'est vrai quand même que à un moment donné, TVVG fait beaucoup de choses, surtout dans le domaine de la communication. Exact. Lorsque j'étais étudiant à SOA et même à l'ESTIC, c'était notre job. Nous posions la voix pour des spots publicitaires. Exact. Je me rappelle lorsqu'il y a une grande artiste nigériane qui était venue au Cameroun, elle fait dans le gospel, Agatha Moses. Agatha Moses. Le fameux spot d'Agatha Moses, Oui. c'est moi qui posais la voix. Exact. Elle avait fait un concert extraordinaire du côté de la BIA. Je vous parle de plus de 20 ans. Oui. Aller retrouver le spot, c'était la magie. Oui. Nous mettions véritablement de l'engouement de notre talent, de notre génie, parce que nous gagnions de l'argent. Le spot d'Agatha Moses à l'époque m'avait fait 50 000 francs CFA. J'étais aux anges, il y a une vingtaine d'années. J'étais aux anges. Donc, par moment, je me retrouve encore à aller jouer pour poser la voix pour les Lorsque spots. vous dites 50 000, là, que les uns les autres ne pensent pas qu'à cette époque-ci, c'est encore 50 000. Hein. Non. Maintenant, pourquoi je pose la voix sur un spot, il faut ajouter beaucoup de zéros après 50. Mais attention à l'ascension. Les professionnels des médias ne doivent plus le faire. Poser la voix sur un spot? Oui. Non, c'est différent. C'est pas Je ne vante pas un produit. Non. Je ne fais pas de la publicité. Mais quand vous faites le On spot, utilise juste ma voix. et c'est qui parle? On utilise juste ma voix. Je sais que vous êtes membre du Conseil national de la publicité, mais non, attends, non, c'est un problème sérieux. Oui. Je ne suis pas venu. J'ai pris peut-être une bouteille de bière. J'ai dit, chers amis, si vous voulez de la bonne bière au Cameroun, voici cette Pourquoi bière. on n'a pas choisi quelqu'un d'autre? Mais c'est vous qu'on choisit et votre voix. Mais on peut Bah, le donc, connaître parmi mille. Moi, je n'étais pas invité pour venir gâter mon amour. TVB. Avant de commencer avec la revue de presse, vous me permettez de marquer un temps d'arrêt sur deux personnalités de la République. Oui. L'une de ces personnalités est déléguée
délégué général à la Sûreté nationale. Ah, le papa Mbargangele. Oui, on l'appelle le père de la police. De la police. Vous avez tout compris. Je n'avais pas chanté ce matin. Ceux qui maîtrisent la chanson peuvent déjà chanter en chœur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il a 94 ans. Waouh! 94. Oui, il est né le 1er juillet 1932 et aujourd'hui il célèbre ses 94 ans en famille et avec la grande famille de la police. Et de même qu'avec la grande famille des médias, c'est la raison pour laquelle ce matin nous marquons un temps d'arrêt parce que à 94 ans, il est toujours au taquet. C'est un véritable athlète. Toujours debout, hein? Et oui, toujours debout. J'ai envie de rajouter étendu. Comme... Et ça, c'est vrai. Oui, oui. Et donc, ce matin, il est important de souhaiter joyeux anniversaire au délégué général à la Sûreté nationale, Martin Mbargangele, qui a donc un an de plus aujourd'hui et c'est 94 ans. C'est pas donné, il faut dire qu'aujourd'hui, il mène la police dans de meilleurs mondes, parce que depuis qu'il est à la tête de la police, depuis 2010, il ne cesse d'apporter des plus belles à la police. Et il tient le bâton et la carotte en même temps, parce que vous savez très bien qu'il ne s'amuse pas lorsque un élément de la police arrive dans son bureau. Alors là, il aura fort à faire. Ça, c'est clair. Tous les policiers le savent. Et donc, il a apporté une certaine modernisation du côté du corps de la police. Et aujourd'hui, nous pouvons saluer cette gestion avec maestria. Et nous saluons également cette maîtrise. Parce que vous savez qu'il est entré à la police à l'âge de 19 ans. En tant qu'inspecteur de police. Tout à fait. Il a donc travaillé pendant plusieurs années. Il a gravé tous les échelons. Tous les échelons, parce qu'il est commissaire divisionnaire. Et aujourd'hui, il dirige la police depuis 2010. Nous ne pouvons que tirer un coup de chapeau. Après avoir été ambassadeur. Voilà, du côté de l'Espagne. Donc nous ne pouvons que tirer un coup de chapeau au délégué général de la Sûreté nationale ce matin, Martin Mbargangele, qui a donc un an de plus. Joyeux anniversaire. Et nous allons tout simplement dire Martin Mbargangele, le père de la police. Oh yolo, oh yolo. Disons que le délégué général à la Sûreté nationale, parce qu'il est un policier, il maîtrise la police et les policiers. Martin Mbargangele, vous l'avez dit, il sait manipuler le bâton et la carotte. C'est le policier DGSN qui a le plus soutenu les policiers. Bien sûr. Et les policiers savent de quoi je parle. Les textes sont là. Il est revenu parce qu'il revient. En 84, il était à délégué. Il revient donc en 2010. Et il a fait en sorte que les policiers aient un certain nombre d'avantages. Bien sûr. Ils ont appelé ça, je pense, le statut particulier. Les policiers en ont. Et c'est l'œuvre de Martin Mbargangele. Autant il soutient donc les policiers, autant également quand un policier travaille mal, il te frappe aussi. Oui, c'est la discipline. Il te frappe. Parce que si on te dit que Mbargangele te convoque et que tu es policier, que tu as un problème, tu commences à prier. Ah oui. Parce qu'il ne blague pas. Vraiment, à 94 ans, lorsque vous êtes encore debout, moi j'ai dit c'est une grâce. Moi je rigole souvent parfois quand les gens se moquent des vieillards. Et je rigole. Parce que nous n'avons même pas encore 50 ans. Vous pensez qu'on peut vraiment parier? Si on dit qu'on parie maintenant, là qu'on aura 70 ans, tu peux parier? Non, je ne peux pas. Moi-même, je ne peux pas. Donc, si quelqu'un a déjà plus de 90 ans, c'est une grâce. Les sons sont d'abord les problèmes d'ordre politique. Exact. C'est une grâce et c'est Dieu qui donne. Donc, joyeux anniversaire une fois de plus au patriarche Martin Mbargangele. Lorsque nous avons dit cela à TVB, que disent les journaux? Les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin présentent pas mal d'actualités. Nous ouvrons dans cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit bel et bien du journal Info Matin. Info Matin qui nous plonge dans cette actualité et qui au bas de une parle bien sûr de la célébration des 94 ans de Martin Mbargangele. Le journal de Dieudonné Mveng revient donc sur cette célébration ce matin et présente le parcours ainsi que le secret de l'homme. On en parle en page 4. Martin Mbargangele, 94 ans, son secret, c'est à lire dans ce journal. Le DGSN souffle une bougie de plus ce 1er juillet à l'observation. Le plus vieux policier en fonction au monde ne fait pas son âge. L'homme semble doté d'une santé de fer et d'une mémoire d'éléphant. Il est alerte, athlétique, attentif, infatigable, bosseur. Le père de la police, comme l'appellent très affectueusement de nombreux Camerounais, s'acquitte avec brio de la délicate mission à lui confier par le chef de l'État, Paul Biya, son idole. Cette information est à retrouver ce matin en page 4 du journal Info Matin. Coopération
coopération Cameroun-États-Unis, 2 hôpitaux mobiles de campagne pour les FDS. Le MINDEF a ce 30 juillet à Yaoundé réceptionné l'important et précieux don américain d'une capacité de 108 lits et d'un plateau technique de pointe d'une valeur de 6 milliards 50 millions de nos francs. Joseph Betty Assomon a par ailleurs invité les différents utilisateurs civils et militaires à veiller à son utilisation efficace et responsable. Accès à l'eau des réfugiés, on en parle avec la météo, le tri hebdomadaire d'information, d'enquête, d'analyse et de reportage qui nous fait savoir que la CAMWater et le HCR unissent leurs efforts. Une convention de partenariat à ce 30 juillet à Yaoundé était signée entre le directeur général de l'entreprise, Dr Blaise Moussa, et la représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR, Yvette Mohimpoudou. Cette information est à retrouver en page 3 du journal La Météo. Flèche d'Afrique parle également de la CAMWater et le HCR qui unissent leurs efforts pour améliorer l'accès à l'eau des réfugiés et des communautés hautes. Cette information est également retrouvée ce matin en une de ce journal qui donne des détails en page 6. Accès à l'eau, Cameroun Soir, cet hebdomadaire parle également de la CAMWater et le HCR qui renforce l'accès durable à l'eau à travers une convention conclue à Yaoundé. CAMWater et le HCR renforcent leur coopération pour améliorer durablement l'accès à l'eau potable dans le camp de Minawawo et les communautés hautes. Panorama News n'a pas loupé cette information et nous la livre en petite une ce matin. Accès à l'eau potable, CAMWater et le HCR unissent leurs forces au profit des populations vulnérables. C'est bien sûr le 30 juillet 2026 à Yaoundé que les deux parties ont donc signé une convention de partenariat destinée à améliorer l'approvisionnement en eau des réfugiés des communautés hautes, notamment autour du camp de Minawawo dans la région de l'extrême nord. Gestion des actes administratifs, fiabilité, traçabilité et authenticité. Le ministre des Transports à la recherche des solutions innovantes. Cette information barre la une de ce journal. Les détails sont à retrouver en page 3. La Riposte, dans son édition spéciale, parle de sécurisation des documents administratifs. Le ministre Ngale Bibéhe explore des solutions innovantes pour sécuriser titres des transports et documents officiels. Faux documents administratifs, titres de transport falsifiés, papiers en tête contrefait, autant de failles que le ministère des Transports entend désormais combler. Ce mardi 30 juin 2026, le ministre Jean-Ernest Massena Ngale Bibéhe a reçu en audience le directeur général de l'imprimerie nationale Oyono Bika Pierre et la directrice générale d'Impact Palmarès R&D Léonie Kwekam pour examiner les solutions technologiques de pointe destinées à renforcer la sécurisation et l'authentification des documents officiels de son département ministériel. Projet Sea-Watch, mutation en parle en une, désaltérer le septentrion. L'information est à retrouver en page 7, financée à plus de 475 milliards francs CFA par la Banque mondiale. Le projet de sécurité de l'eau au Cameroun va permettre sur 11 ans, à compter de mai 2025, la construction de 103 mini-adductions d'eau potable alimentées à l'énergie solaire, principalement dans les 3 régions septentrionales. Patrimoine de l'État, le Messager en parle et présente ici le grand bazar. Cette information est à retrouver de la page 8 à la page 9. Affaire du vrai-faux décret présidentiel, vigilance et discernement, c'est à lire en page 3 de ce journal. Cameroun Tribune, le quotidien à Capitaux Public parle également de l'affaire du faux décret présidentiel. Pas d'équivoque. Suite à l'intrusion d'un imposteur dans les locaux de la CRTV en début de ce mois, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, dans un communiqué signé hier 30 juillet, relève que la diffusion des actes officiels obéissait à des procédures strictes et claires visant à garantir leur fiabilité, leur crédibilité et leur opposabilité à des tierces. On en parle avec ce journal en page 3. La Nouvelle Expression s'intéresse à la restructuration de la Sonara, un défi pour l'UPOL Montazeux, pointe en une ce journal qui revient sur cette information en page 5. Diapason de François Mboké reste dans le secteur de l'électricité. Nachtigal et Kikot au rendez-vous de Paris. L'UPOL Montazeux explique les difficultés rencontrées malgré la mise en exploitation complète en mai 2025 du barrage hydroélectrique d'une capacité de production de 420 MW. Sans détour, s'intéresse au projet bauxite de Minim Martap. Le MINMIT annonce l'arrivée des locomotives de Kamalco lors de sa visite de travail dans le littoral les 24 et 25 juillet 2026. Le professeur Foukalistus Gentry a confirmé le respect du chronogramme du projet bauxite de Minim Martap. Ceci à travers l'accostage des premières locomotives destinées au transport de la bauxite, marquant ainsi la concrétisation d'un grand projet minier attendu depuis des années et qui positionne le pays sur la carte mondiale des producteurs de bauxite.
AB News parle également de ce projet de Mini Martap. Les premières locomotives de Kamalco arrivent à Douala pour exploitation de la bauxite de Mini Martap. Information à lire en page 4. La Une n'a pas loupé cette information et nous la présente également en une ce matin. Projet d'exploitation de la bauxite de Mini Martap. Les premières locomotives de Kamalco arrivent à Douala. Même information à retrouver au journal Le Cyclone du Cameroun. Le Minmit annonce l'arrivée des locomotives de Kamalco pour le projet de Mini Martap à Douala. C'est ce que nous dit ce journal de la page 3 à la page 5. Cette acquisition marque une avancée significative vers la modernisation du transport ferroviaire et le désenclavement du corridor Douala-Est. Nouveau jalon pour Kamalco. La tribune de France Duclerc-Billet présente ici les équipements ferroviaires qui sont arrivés au Cameroun. De la page 4 à la page 5, ce journal revient donc sur la visite de travail effectuée par le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, professeur Focalistus Gentry, dans la ville de Douala. La Lune s'intéresse à Baker Hugues, un partenaire stratégique pour accroître les réserves pétrolières au Cameroun. Cette information est donc à retrouver ce matin en page 5. Le Point du Cameroun s'intéresse au whisky en sachet. Fin et stop. Le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique engage les opérations de mise en conformité avant l'échéance du 18 décembre 2026. C'est ce que nous dit le journal Le Point du Cameroun qui revient sur cette information ce matin. Secteur industriel de Douala, Focalistus ordonne la scellée de 7 entreprises. Une mission dans le littoral. Le ministre des Mines a donc sanctionné des unités en infraction du côté de Douala et l'information est à retrouver en page 3 et 5 de ce journal. L'œil du Sahel de Guibaï Gatama parle de la Cameroon National Super Coupe Horse Race. La razzia du Cameroun est à retrouver de la page 4 à la page 5. Le renard de l'info s'intéresse à la politique. Paul Ndongo Bikor mobilise ses troupes pour renforcer la dynamique du RDPC à Ayos. C'est ce que nous dit le journal de Cyril Kuete. Climat social nous amène du côté de la prison centrale de Bertois. Affaire Bombok Matip. Que me veulent Georges Gérard Meka et Njiki Mayo Jacques Théodore? Ce journal s'interroge ce matin. Prison centrale de Bertois. Appel à la libération immédiate de Mbombok Matip. Emmanuel, c'est à retrouver en sommet de une. Nous refermons cette revue de presse avec Afrique Performance qui parle ce matin de ces nouvelles infrastructures portuaires quand le groupe Negri conforte la souveraineté énergétique du Cameroun, c'est-à-dire au bas de une. Réseau d'alimentation en eau potable de Yaoundé et ses environs, la première pierre de la configuration posée. L'esplanade de l'hôtel de ville de la commune d'arrondissement de Yaoundé 7 a servi de cadre ce 25 juillet 2026 au ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Lendou et Somba pour procéder à la pose officielle de la première pierre du projet de reconfiguration du réseau d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs. Cette information est à retrouver ce matin au journal Afrique Performance qui nous permet de mettre un terme à cette revue de presse acte 2 sur Info TV ce jour. Mesdames, messieurs, une fois de plus, merci et n'hésitez surtout pas à vous rendre massivement en kiosque avec la somme de 400 francs CFA pour avoir votre journal ce matin. Merci El Perfecto. Merci également à toi Théophile Vianébia pour cette quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Une actualité abondante. Hein. Oui. On va quand même sélectionner parce qu'on est vraiment bousculé. Exact. On essaie quoi prendre pour commenter. Mais comme c'est moi qui modère, j'ai choisi qu'on puisse parler de la Cam Water. Ah oui. Le modérateur a un grand pouvoir. Exact. Tu vois que je peux choisir le sujet. Je peux choisir le sujet. Bien sûr. Donc, on parle de la Cam Water de TVB qui unit donc ses efforts avec le HCR, grand événement. Et là, nous parlons de l'accès à l'eau pour ce qui concerne les réfugiés. Oui, nous allons du côté de l'extrême nord et on parle du camp de Minawa où il faut noter ce matin que le directeur général de la Cam Water, Dr Blaise Moussa, est donc en action pour permettre aux populations réfugiées qui sont au Cameroun ainsi que les peuples hôtes qui accueillent donc ces réfugiés d'être dans de bonnes conditions. Et vous savez que l'eau c'est la vie, c'est la raison pour laquelle il est important ici de permettre à ces réfugiés d'avoir de l'eau potable. Tout à fait. Lorsqu'on sait que c'est pas souvent évident parce que de ce côté la population est croissante, il faut donc aménager des points d'adduction d'eau qui sont adaptés à ce type de construction que nous avons de ce côté, qui peuvent desservir la quantité de population que nous avons dans ces camps de réfugiés. Et donc la Cam Water et le HCR ont vu juste, c'est la raison pour laquelle hier 30
juin 2026. Un accord de partenariat a donc été signé et scellé pour permettre bien sûr aux populations qui sont dans ces camps de réfugiés dans la région de l'extrême nord d'avoir accès à de l'eau potable en qualité et même en quantité. Et donc cette signature va permettre à la CAM Water de déployer sur le terrain son équipe technique afin de permettre à ces populations d'avoir de l'eau potable à profusion. Il faut noter ce matin que c'est une convention qui s'inscrit bel et bien dans le cadre du projet Solutions alternatives au camp de Minawao, mise en œuvre avec l'appui de l'Union européenne et la coopération allemande GIZ ainsi que du HCR. C'est d'ailleurs donc une convention qui traduit la volonté commune des deux institutions d'améliorer les infrastructures hydrauliques dans ces zones. Nous ne pouvons donc tirer un coup de chapeau ce matin au très dynamique directeur général de la CAM Water, Dr Blaise Moussa, qui est toujours au four et au moulin pour permettre aux populations du Cameroun d'avoir accès à une eau potable de qualité partout où ces populations se trouvent. Nous avons eu la chance d'aller du côté des Minawawa, il y a pratiquement 10 ans. À l'époque, ils étaient à plus de 30 000. Les personnes qui vivaient dans ce camp de réfugiés. Il faut dire que c'est un camp de réfugiés qui est situé à l'extrême nord du Cameroun et qui accueille les réfugiés tchadiens, les réfugiés nigérians, les réfugiés centrafricains, y compris même les Camerounais. Et ils sont nombreux. Il y a des écoles là-bas, il y a des hôpitaux et il y avait justement problème d'adduction d'eau. L'eau potable c'était compliqué. Et avec une telle population, dans un camp, s'il n'y a pas de l'eau, vous voyez que plusieurs maladies hydriques peuvent justement sévir. Donc bravo donc à la CAM Water et au HCR pour ces efforts unis. TVB, El Perfecto. Nous vous disons à demain 10h. Avec le même plaisir. Bonne suite d'émission à vous. Mettez toujours le Seigneur au centre de votre vie. C'est ça qu'il s'agit. Je repars ce matin avec ce cadeau du DP François Mbouquet qui m'a remis en main propre la parution de son journal Diapason. La parution de juin 2026, numéro 37. Voilà. C'est qui a la une Là, on parle bien sûr de la BEAC, et c'est beaucoup de milliards, 654,7 milliards de francs CFA de bénéfices en 2 ans. Le DP François Mbouquet traite souvent des actualités compliquées. Là, nous avons donc Yvon Sanabangui, qui est mis ici en vitrine par le DP François Mbouquet. Merci beaucoup. Disons également... je n'ai pas... Jusqu'ici, je cherche l'information, je ne la trouve pas. Non, il faut bien lire. Il faut bien lire. Merci TVB. Merci. Il faut également dire à Joseph Marie Djama que Cameroun Tribune, parution de ce matin, revient donc sur cette folle actualité au Cameroun concernant justement ces faux documents, entre guillemets, qui ont failli être lus du côté de la chaîne nationale. Sur ce plateau et même sur le plateau de Libre Expression, dimanche dernier sur Info TV, nous questionnions ce silence de l'autorité gouvernementale et notamment du ministre René Emmanuel Sadi, qui est dans le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Ça y est, René Sadi a parlé. Il est sorti hier. Votre commentaire? Oui, il est sorti hier et nous avons tous pu suivre, comme je n'étais pas invité de ce côté du ministère. Non, là-bas c'est très select, hein. Moi-même je n'étais pas invité. Mais nous pouvons en parler. Depuis quelque temps, je l'ai d'ailleurs constaté, désolamment. Vous avez été mis de côté? J'ai été constamment mis de côté. Peut-être parce que vous avez eu des prises de position compliquées, bizarres. Simplement pour dire que je m'y attendais, mais vous savez, le gouvernement, c'est le gouvernement, on ne court pas pour courir. Comme je l'avais déjà dit ici au cours de notre émission, lorsque nous débattions de cette problématique, il n'était pas question pour le gouvernement de pouvoir prendre la parole sans avoir mené des enquêtes préalables. Et nous savons que les enquêtes continuent d'ailleurs leur cours, et je pense que les propos tenus par le ministre de la Communication sont des propos d'un sage, de quelqu'un de pondéré, qui sait à quoi il est affaire. Il a affaire, il sait comment ça se passe de ce côté-là. Voilà pourquoi je disais l'autre jour qu'il n'était pas normal pour nous de jeter l'opprobre sur qui que ce soit parce qu'il était soi-disant réveillé. C'était comme ça, j'étais une personne en pâture, parce qu'on sait quand même que une personne comme celle qu'on a soupçonnée là, et qui disait-on est réveillé, comme moi, serviteur de Dieu, et qui connaît bien la maison, ne peut pas s'hasarder à poser ce genre d'acte. Quand on
sait aussi l'actualité qui tourne autour de ce personnage sulfureux devenu ces derniers temps. On parle tellement trop de lui, de sa famille. On peut comprendre aussi qu'il peut y avoir des personnes qui en veulent à cet individu. Donc tout est à prendre avec des pincettes. Mais seulement, je sais que le gouvernement camerounais, tel qu'il a la méthode, il saura qui est qui derrière cette affaire-là. Surtout que le ministre l'a bien indiqué, cette personne est mise au cachot, on la cuisine. Très bien. Donc nous pensons que nous aurons quand même des informations adéquates là-dessus. Même si nous sommes habitués à des commissions qui ne rendent pas toujours leur verdict au Cameroun, nous pensons que pour cette affaire quand même, on aura l'exception. Professeur Claude Noubissier, le ministre René Manuel Sadi est donc sorti pour communiquer au compte du gouvernement de la République. Nous voulions savoir ce que le gouvernement en pensait, mais je dois dire que pas grand-chose à se mettre sous la dent concernant ce que nous avions. Il est simplement venu dire ce que nous disions déjà. Il dit qu'un monsieur est allé là-bas et on l'a intercepté, on n'a pas lu, et que le monsieur est en exploitation. Ouais. Qu'est-ce que le ministre de la Communication nous a apporté de nouveau? Sincèrement, le contenu de sa communication était déjà prédictible. Mais ce que je vais apporter un petit regard psychologique. Vous savez, le plus souvent, si on ne fait pas une analyse psychologique du profil de ce monsieur qui a pris sur lui d'aller de porter ce dossier, on risque de ne pas comprendre ce qui se passe à l'intérieur de ce monsieur. Parce que il sait, en fait tout le monde sait que ça ne peut pas être lui. Je ne pense pas que il le savait général, je pense pas que le directeur général de la CRTV, connaissant le protocole qui est associé à ce genre de décret, pouvait prendre sur lui la responsabilité de recevoir ce monsieur et de faire passer ce communiqué, ce décret de manière publique. Un monsieur que personne ne connaît. Un monsieur que personne ne connaît. Bon, je pense que quand je regarde, je vois un peu son profil mental. Est-ce qu'il n'a pas de soucis spécifiques? Même si on peut voir la manipulation, parce que vous savez, la mentalité des Camerounais, c'est que depuis un certain temps, ils ont l'impression de maîtriser le fonctionnement mental du chef de l'État. Ils disent que quand le chef de l'État est au courant, il aime fonctionner de manière silencieuse. Il aime avoir l'exclusivité de ses décisions. Et quand ces décisions sont extérieurs, sont à l'extérieur, lui va annuler. Je pense que les Camerounais sont dans un jeu de manipulation. Mais c'est vrai que le président, à un moment donné également, n'était pas tombé sur ce piège. Je vais prendre le gouvernement, c'est sur le 2004, je ne maîtrise plus exactement. Et il y avait un nom qui revenait déjà sur la majorité des faux gouvernements qu'on balançait au niveau des médias. C'était le docteur Atanakuna. Tout le monde disait déjà qu'il sera ministre de l'eau et de l'énergie. Ça circulait. Mais quand le président est venu faire le vrai gouvernement, il a nommé Atanakuna ministre de l'eau et de l'énergie. Le même cas pour le ministre Béchère, on annonçait dans le gouvernement dans plusieurs gouvernements, il est revenu. C'est un petit jeu de manipulation. Les gens sont tapis dans l'ombre là. Chacun, vous savez qu'il y a des petits groupes qui sont créés. Tout à fait. Et ils font ce qu'on appelle une guerre silencieuse. Chacun essaie de frapper à gauche, à droite. Moi, je pense qu'il va falloir mieux étudier le profil psychologique de ce monsieur avant peut-être de voir ce que la justice va proposer pour lui. Parce que le contexte aujourd'hui fait que le silence présidentiel devient déjà un problème. Les gens prennent sur... Le silence du président Les gens prennent sur eux d'être président parce que faut comprendre, c'est qu'on a tendance à dire que la nature a horreur du vide. Si le vide est visible, les gens peuvent l'exploiter et ça peut avoir ces faux documents peuvent se multiplier. Bon, va peut-être falloir comprendre que le contexte est là. Les gens sont dans l'attente et comme on disait le musicien, on attend, on attend. Et l'enfant ne vient pas. Malheureusement, on attend le remaniement. On espère qu'ils viendront, que le remaniement sera là un jour. Mais avant de poursuivre de manière plus sérieuse cette fois-ci, il faut qu'on évite aussi d'être manipulé. Parce que notre schéma, notre intelligence voudrait que, avant de poser certains actes, qu'on essaie d'abord d'anticiper sur les conséquences associées à nos actes. Bon, que ce monsieur ait été manipulé ou pas, on va laisser la justice faire son travail, mais nous savons quand même que monsieur Charles Ndongo, que nous connaissons bien, ne pouvait pas prendre celui de lire ce décret, moi je pense, sans être sorcier. En tout cas, n'importe quel journaliste lucide et bien équilibré ne pouvait pas lire ce document dans ce contexte-là. C'est assez
niveau donc où certains vous disent ne regardez pas le porteur du document. Regardez ce qui est derrière. Vous voyez un peu? Là, nous sommes au niveau de la sémiotique. Nous étudions les signes. 10h, 11h52. À tout de suite pour la suite. On repasse la parole à Alain Dourque, cette fois-ci pour la dénonciation de ce matin. La dénonciation de ce matin est portée par un parent sur des comportements retors des jeunes gens pendant les vacances. Il s'inquiète, il s'en inquiète, il faut le dire. Alors, il y a 2 semaines, il a envoyé les enfants en congé auprès des grands-parents, déjà quand même d'un certain âge, d'âge avancé au village. Et il a des retours sur ce qui se passe là-bas, parce que sa première fille, justement, est en classe terminale, elle a composé le bac cette année. Alors, il est informé qu'il y a une espèce de laisser-aller au village. Surtout que les grands-parents ont déjà un certain âge, donc vous comprenez que ils ne veillent pas forcément comme il faut. Ils ne sont plus autant vifs que ça. Donc, il y a les sorties nocturnes, les balles de scie, les championnats de vacances. Il y a des remontées de beuverie, on s'essaye à l'alcool pour certains. Et puis ça l'inquiète vraiment. Par ailleurs, il entend dire que même en matière de sexualité, c'est très compliqué aussi. Il y a même des risques d'activités sexuelles là, entre des cousins germains. C'est très compliqué. Donc, il dit sa femme et lui vont aller chercher des enfants pour arrêter le massacre. Dans 2 semaines pour arrêter. On ne sait jamais. C'est quand ils vont prendre leur congé en août qu'ils vont revenir avec eux. Donc lui s'inquiète vraiment de cette dérive des jeunes gens pendant les périodes de vacances et c'est ça qu'il dénonce en ce matin. Il dit que vraiment il constate que s'il faut envoyer les enfants en vacances au village, il pense qu'il faut une personnalité tutélaire pour répondre de tout ce qui se passe avec pour veiller sur eux. D'autant plus encore si les grands-parents sont âgés. Merci Alain Dourque. Je pense que c'est une dénonciation qui vaut tout son pesant d'or, hein, surtout en cette période de vacances. François Mbouké, nous avons été tous enfants, plus jeunes. On allait justement en vacances au village, en tout cas pour nous autres. Moi, j'allais habituellement chez la maman en Vengueux. Et j'avoue quand même que bon, nous-mêmes nous allions au bal, nous allions au championnat de vacances, mais il y avait quand même un regard. Mais parfois, comme le dit Alain Dourque, parfois, quand les grands-parents sont déjà vraiment à un âge un peu plus avancé, ils ne sont plus vifs, il n'y a plus tellement de contrôle, et on voit souvent les répercussions après la rentrée scolaire, au mois d'octobre, mois de novembre. On voit que la jeune fille aime bien mettre le pull au vert. Et de temps en temps, elle a de la fièvre. Et le garçon va au toilette. Et le garçon va se cacher. On comprend que ça a été compliqué pendant la période de vacances. On peut parler en riant, mais la période de vacances, je vais parler comme au quartier, a gâté plusieurs enfants. Oui, mais parfois ici, je pense que ce parent devrait avoir au moins un autre âge là. Et je pense que lui-même, il veut parler des vacances qu'on avait à l'époque. Moi, j'allais chez ma grand-mère, mais il n'était pas facile à vivre. Hein. On réveillait. Elle était rigoureuse. Oui, très, très rigoureuse. Et je vous dis que c'était un moment très attendu. Dès que vous preniez le bulletin, le premier geste,
Tu vas aller au village. Alors, il faut partir, il faut partir. Mais à l'époque, il y avait quand même une certaine organisation. Du moins, quand moi j'allais au village, c'était par ordre d'âge. Je dis que c'était des générations. Quand vous allez, y compris les garçons et les filles, sont les gens d'une même génération qui marchent ensemble. Ça permettait une certaine communication, un échange franc et on évitait quand même un certain nombre de dérapages. Et ce qui était dangereux, c'était lorsque, puisque nous étions tous des frères et sœurs, tout à fait. On ne connaît pas des cousins, nous sommes frères et sœurs. On sait qu'à midi, on va aller manger chez tel, on va aller boire chez tel, le soir, ainsi de suite. Et maintenant, le problème était lorsqu'il y avait une étrangère dans le village. Vous voyez que tous les garçons qui avaient déjà un certain âge pouvaient la prendre pour cible. Et le danger donc était que si parmi les jeunes là qui ne se protègent pas réussissent à lui filer une maladie, c'est tout le village qui est contaminé et cela arrivait souvent. Attends, c'était quoi? C'est la malchance. Ça veut dire qu'on vous communiquer. C'est la malchance d'être seul. Si un maillon de la chaîne est infecté, c'est tout le monde qui est parti. Alors, comme je le disais, vous allez se rendre compte que des gens ne viennent plus faire des mixtions là où il y a les frères qui commencent à se cacher. Vous comprenez qu'il a été pris au piège. Bon, quand on allait en vacances, on avait à l'époque des capsules rouges, jaunes. Donc, on a mis quand quelqu'un vient vous demander ça, vous savez Mais donc, c'est pour dire, mais à l'époque, il y avait quand même cette rigueur qui faisait qu'on évitait un certain nombre de choses. Les enfants n'étaient pas... déjà, lorsqu'on y allait, l'éducation commençait par les enseignants qui vous disaient les vacances ne sont pas un temps de repos. C'est pour aller aider vos parents qui sont déjà fatigués, qui ont travaillé pendant que vous étiez ici. Voilà ce que vous allez faire, des travaux champêtres, les aider à commercialiser peut-être un certain nombre de choses, dont le transport. Vraiment, c'était ordonné. Et le matin, vous ne pouvez pas trouver des gens dans la cour. Tout le monde était au champ. Tout c'est vrai. Voilà, c'est l'après-midi, vous venez, vous mangez, on vous demande, allez vous laver. Là, donc, vous pouvez faire vos balades, aller voir des matchs, ceux qui voulaient jouer, ils jouent. Mais le désordre qui arrive aujourd'hui, il faut dire que nos villages ne sont plus ces villages d'avant. Les réseaux sociaux que nous avons traversent toutes ces frontières. Et on voit bien ce qui se fait déjà en ville. Et parfois, ce sont des gens qui partent de la ville avec leurs habitudes, qui importent ces comportements au village, malheureusement. Merci François. Joseph-Marie Djamar, comme le relève si bien, François Mboké, lorsque nous allions au village, habituellement, c'était pour aider les grands-parents au champ. Tous les matins, c'était systématique. Quand grand-mère va au champ, nous sommes derrière elle. Et elle nous apprend à cultiver, elle nous apprend à faire ci. J'allais souvent avec certains grands cousins qui, eux, ils restaient au village, qui m'ont appris à tendre les pièges, et qui nous apprenaient à pêcher, et ainsi de suite. Donc, on était vraiment occupés. Et comme dit François, dans l'après-midi, on pouvait donc aller jouer au football, ainsi de suite. C'était légèrement contrôlé, ce n'était vraiment pas laissé aller. Nous ne connaissions pas le banga, les drogues multiples et ceci et cela. Que faut-il faire en ce moment pour protéger les enfants en période de vacances? Oui, perfecto. C'est une affaire compliquée. C'est une affaire compliquée, mais faisable, compréhensible et faisable. D'abord, la Bible nous renseigne que les parents doivent montrer les voies du Seigneur aux enfants. Et au fur et à mesure qu'ils grandissent, et plus tard lorsqu'ils seront grands, ils se souviendront et ils pourront avoir cette lampe qui pourra les guider. Cela dit, nous savons aujourd'hui que l'affaire de la sociologie ou bien la vie sociale n'étant pas aisée, on ne peut pas toujours penser surveiller les enfants parce que chacun de nous a été enfant. Nous savons ce que nous avons traversé. Et parfois, on n'était pas toujours des saints. Et parfois, lorsqu'on s'en souvient, nous rendons grâce à Dieu de ce que nous ayons échappé à bien des choses. À bien des choses. Ce que nous voyons aujourd'hui, toutes ces perversions, ça se passait bien tout autour de nous. Moi, je me souviens, à Neubel, quand j'étais au lycée technique, qu'est-ce que je ne voyais pas? Je voyais bien. Tous les matins, lorsque nous allions à l'école entre Neubel, en passant par
Cormondo. Mais non, mais à cette époque, il n'y avait pas encore les partous. Hein. Il y en avait. Ah bon? Si. Moi, je vous parle de ce que j'ai vécu. Je vous dis qu'il y en avait. J'ai dit que c'est la grâce de Dieu parce que... Ah, tu avais participé? Non, pas personnellement. Voilà pourquoi je parle de la grâce de Dieu qui nous a épargné de ces choses. Même au lycée technique à Koumassi, à un moment donné, il y a eu des scandales où notre proviseur à l'époque, c'était une dame, Menyinge Fouda, parce que c'est une femme très très forte, qui savait taper du poing sur la table. Elle était très rigoureuse au niveau de la discipline, que ce soit au lycée de Neubel et même au lycée polyvalent à Bonabéry. Ces choses-là ont toujours existé. Voilà pourquoi j'ai dit que le plus important pour les parents, c'est de commencer à montrer les voies du Seigneur aux enfants à la maison étant tout petits. Ils auront la crainte des choses, ils seront choisis. Étant dehors avec d'autres, ils auront du discernement. Ça même, c'est léger. Il y a des endroits dans des villages où on donne la sorcellerie aux enfants. Oui. Vous envoyez vos enfants au village, ils vous deviennent sorciers. On en a vu et nous vivons ce phénomène à l'église aujourd'hui. Chaque jour, au-delà des grossesses, au-delà des maladies, le pire, c'est de ce côté-là. Donc, pour dire simplement aux parents qu'il faut être avertis, il faut recommander les enfants lorsque vous voulez envoyer les enfants au village. Ça, c'est très important. Recommandez-les au Seigneur parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, c'est Dieu qui veille. C'est Dieu qui va conduire les pas de tel enfant. Au lieu d'aller à tel endroit, il ira à tel endroit. Au lieu d'avoir telle compagnie, il aura telle autre compagnie qui sera meilleure. C'est ce que je peux vraiment conseiller aux parents. On passe la parole au psychosociologue qui est dans son élément. Alors, professeur Noubissi, j'ai causé avec certains parents qui m'ont dit parfait, pour que moi je puisse éviter tout cela. Mes enfants ne bougent pas. Ils restent chez moi. Entre-temps également, pour un enfant qui a passé 9 mois d'études sur place et qui va encore passer 3 mois de vacances sur place, même sur le plan justement aussi psychologique, est-ce que ça ne dérange pas? Est-ce que la meilleure solution c'est d'emprisonner dans les enfants? Vous restez avec vos enfants chez vous, ils ne bougent pas, ils ne vont pas au village, ils ne vont pas chez les tontons, ils ne vont pas chez les tatas, ou alors on peut traiter ça d'une autre manière? Commençons d'abord par dire que les vacances constituent un moment important pour chacun d'entre nous, que ce soit les parents, que ce soit les enfants. Pour les enfants, c'est le temps de découvrir notre environnement, d'autres amitiés, d'autres personnes, d'autres styles d'apprentissage, comme ce fut le cas avec vous. Vous avez fait l'apprentissage de la pêche, et de la culture, ainsi de suite. Mais le contexte aujourd'hui est devenu très très compliqué. Très très compliqué parce que les mentalités sont devenues différentes. Et les villages, parfois, sont les lieux de rencontre de plusieurs mentalités dispersées qui se rencontrent dans un environnement. Et quand vous envoyez les enfants quelque part, faites attention, il faut d'abord étudier le profil psychologique de la personne qui doit recevoir votre enfant. Il faut d'abord savoir est-ce que la personne est d'abord de bonne moralité. Tout à fait. Il faut savoir que est-ce que la personne, parce que les enfants... Est-ce que le tonton là n'est pas dangereux? Le tonton n'est pas dangereux. Parce que nous devons d'abord anticiper, puisque les enfants sont naïfs. Ils vont où? C'est comme si on les envoyait dans une tanière, parce que de plus en plus, ce qu'on observe, ça devient très dangereux. Ouais. Le monde est devenu extrêmement dangereux. Bon, avant d'envoyer l'enfant quelque part, c'est important. Mais est-ce que les vacances sont importantes pour les enfants? Oui. Parce qu'il faut que les enfants quittent même devant l'écran, parce que les études montrent que la télévision, le téléphone portable et les ordinateurs sont un handicap, sont un obstacle pour l'épanouissement de l'enfant. Mais il faut parfois le faire sortir, aller dans notre environnement, aller dans les camps de campagne, avoir des activités qui sont organisées pour relaxer l'enfant. Parce qu'après le temps de l'école, il faut le temps de la relaxation, il faut le temps de la joie, il faut le temps du jeu. Ce sont des temps qui sont extrêmement importants sur le plan psychologique. Mais de nos jours, on a quand même l'impression que les villages sont devenus plus dangereux que la ville, M. Parfait, ici. Ah bon? Quand vous allez au village aujourd'hui, vous vous rendez compte, vous avez une petite fille de 14-16 ans, on vous dit qu'elle a 3 enfants. Oui, c'est une triste réalité. Moi, une petite fille là, 14-16 ans, on vous dit qu'elle a 3 enfants. Pourtant, avant, on disait que non, il faut mal aller chercher les femmes au village parce qu'elles sont bien là-bas. Mais faites attention, faites d'abord une bonne analyse de votre village parce que dans les villages aujourd'hui, ils reproduisent très mal ce qui vient de la ville. C'est-à-dire, comme on le dit qu'en ville, les gens sont émancipés, leur pas d'émancipation n'est pas aussi encadré. Parce qu'il n'y a pas de tuteurs qui doivent porter leur éducation. Bon, parfois, le village, malheureusement, les congés, les vacances sont le moment des premiers apprentissages, des choses les plus dangereuses. Moi, je suis psychologue. Les comptes rendus que j'ai, premier rapport sexuel, tout le monde peut chercher. Dans son pendant les congés. Première prise de drogue,
pendant les congés. Première prise de l'alcool pendant les congés. Pourquoi? Parce que les gens ont confondu la liberté avec le libertinage. On a l'impression que les enfants se sentent dans un autre environnement où la pression qu'ils ont reçue pendant les 9 mois de classe, ils se libèrent et ça va dans tous les sens. Bon, malheureusement, disons-le avec autorité, moi je le dis toujours, c'est mieux d'être là. Les enfants, c'est un projet. Quand on a des enfants, prenons des dispositions en termes de temps pour être là. Quel que soit ce qui ne va pas, ce qui va se passer, ou encore les garder chez nous. Moi, je vais tout simplement dire, les miens vont commencer les arts martiaux tout à l'heure là. Parce qu'avec eux, je préfère rester avec eux à la maison. Ils ont passé un mois. Maintenant, les 2 autres mois, c'est tu n'as pas un tonton chez qui ils peuvent passer. J'ai des tontons là. Non, moi j'ai choisi de rester avec les enfants là. Ils font les arts martiaux, ils font d'autres activités. C'est pas que je dis de tontons. On comprend dans la télé. Non, je dis pas de tontons, mais je me suis dit, il vaut mieux que je sois là. Ma présence est plus importante et c'est ce que je fais aux enfants jusqu'à ce qu'ils atteignent un certain âge. Merci, professeur. Alain Douk, le professeur a dit quelque chose de pertinent tout à l'heure pour revenir sur cette affaire de tonton. À notre époque, Alain, tu pouvais aller chez un tonton et qui t'encadrait très bien. Tu pouvais aller chez une tata qui t'encadrait très bien. Tu rentrais sain et sauf. Mais maintenant, il y a une race de tontons. Là, tu envoies ton enfant. N'ayons pas peur de nous. Ton enfant de 11 ans qui est un garçon. Et c'est le même tonton qui va lui faire les choses bizarres sur le plan sexuel. Parfois même, c'est également une fille. Le tonton, la tata, finalement, fait confiance à qui? Non, mais c'est très grave, puisque déjà, même papa, lui-même Décidément. S'il allait elle aussi avec le bois vert, mais imaginez le bois sec. Donc, les papas eux-mêmes, ils font de la prédation de ce genre sur leur propre société enfants. Donc, du coup, la société totalement faisandée. Donc, l'onde de choc de la perversion est communiquée jusqu'au village. On n'est plus à l'abri de rien, parce que quand on regarde des éléments d'information qui viennent de l'arrière-pays, à partir des travaux, oui, des papiers de certains confrères, on se rend compte que, attention, il n'y a pas que les principales métropoles du pays, c'est très dangereux. Mais donc, Internet arrive à l'époque, je sais que nos pères parfois s'arrangeaient. Ils vous envoient, mais ils vous envoient avec la main. Et vous vous retrouvez là-bas, quand les autres cousins arrivent, ils arrivent aussi parfois avec leur mère, etc. Ou une figure là, soit la mère de l'autre côté a envoyé une de ses nièces, mais qui est d'un certain âge, qui peut avoir autorité sur le reste des petits, etc. Donc, il y avait donc possibilité d'avoir quand même un regard là, assez tutélaire, influent sur les enfants et tout. Bon, maintenant, on est happé dans la nouvelle forme d'imposition civilisationnelle qui veut que bon, tous les parents travaillent, donc du coup, ça devient plus compliqué. On les envoie, et là, parfois, les grands-parents, voilà, sont là, ils n'ont pas forcément toujours l'énergie, la vitalité requise pour avoir cette poigne sur les enfants, être trop regardant. Bon, ça dépend aussi des âges, mais on devrait faire attention. Et je valide ce qui a été dit au sujet de la ruralité de nos villages. Vraiment, beaucoup de choses se font avec précocité là-bas. C'est assez incroyable. Vous serez choqués. Parfois, quand vous allez dans l'arrière-pays, vous êtes surpris comment un enfant. Des choses incroyables s'y font. Donc du coup, pour ceux d'une certaine époque qui pensaient que non, au village, vraiment, on va se restaurer même sur le plan des valeurs, etc., trouver des sources d'inspiration, ce n'est plus forcément le cas. C'est très dangereux même de ce côté-là. Donc les parents doivent veiller. J'imagine que monsieur et madame de la dénonciation, peut-être que ils vont trouver un prétexte, ils vont dire aux grands-parents, il y a un cours là qu'on avait oublié là, de mise à niveau. Devons d'abord revenir. L'objectif est revenir rapidement pour 2 semaines, ils font ça, puis on viendra en nous là avec eux. Peut-être que c'est la bonne stratégie. Merci.
Allons au niveau de notre messagerie pour reprendre les contributions de nos téléspectateurs à travers le monde. Bonjour, grand perfecto. C'est Alex depuis Lomé. Oui, je vois bien là, sur le 228. Depuis donc Lomé, au Togo. Si le fait d'envoyer les enfants au village pour se rassurer et qu'ils ne fassent pas de bêtises en ville n'est plus le cas, c'est vraiment compliqué. Je crois que le plus important, c'est l'éducation. Parce que, quelle que soit la localité de nos jours, la surveillance, si les enfants ne sont pas bien éduqués, ils feront toujours des bêtises. Bien des choses à tout ton panel et surtout au grand Alain Douk que j'apprécie particulièrement. Un autre message ce jour. Bonjour monsieur, c'est mon journaliste sac de modérateur s'il vous plaît. Il y a tellement de faux profils dehors. Oui, c'est le sac. C'est bien moi. Un autre message ce jour. Bonjour, perfecto, la vraie ou la fausse diaspora. Il y a une qui casse les ambassades, qui menace le chef de l'État à l'hôtel intercontinental, celle qui menace Indira en pleine route à Dubaï, ou alors celle qui cravache dur et réfléchit pour le bien du pays. La première est diaspora basse liée à certains amis frustrés en politique de pacotille. C'est Franck de Bokito. Bon, je ne sais pas. Enfin, on va laisser la dénoncer. Vous répondez à quelle préoccupation là? Il est déjà dans le sujet, je sais pas. Monsieur Parfait, ici, moi je n'en vois personne, nulle part. Je marche avec les miens comme mon sac à main, parce que j'ai été mordu. Même jusque-là, ce n'est pas facile. Et, mon frère, les enfants d'aujourd'hui s'appellent l'AVC. C'est Franck de Bokito, une fois de plus. Un autre message ce jour. Hein. Bonjour à vous, tous les grands journalistes d'Espace Mini. Demandez à Madame le ministre des Enseignements secondaires combien un enseignant sorti d'une école normale et affecté à l'extrême nord du Cameroun touche comme frais de relève. 25 000 francs. Est-ce que c'est normal? Ce montant équivaut au transport aller simple dans une de nos agences de voyage qui font la ligne de centre extrême nord. C'est Richard B. à Yaoundé et qui envoie cette contribution. La République a écouté, entendu. Un autre message ce matin. Alors, que dit ce téléspectateur? Bonjour, perfecto. J'ai passé mon temps à déposer les dossiers pour le recrutement à la Camouateur. Chacun a son problème. Mais moi, je ne suis pas une agence de recrutement. Continue à persévérer. Bon, si ça ne va pas à la Camouateur, je te suggère la SNH, je te suggère la Sonara, je te suggère la SCDP, je te suggère la CNPS, je te suggère la BEAC. Vous voyez que tu as le choix. Alors, on prend un autre message. Hein? Que dit ce téléspectateur? Bonjour, parfait. Ici, parlant de la diaspora, qui doit apporter sa contribution pour la réfection de la Sonara? Très bonne idée. Eh bien, il serait aussi utile que les autorités camerounaises fassent un effort afin de supprimer les frais de visa à leurs compatriotes qui viennent dans leur pays d'origine pour investir. Car les frais de visa camerounais sont les plus coûteux dans le monde. Bonne émission et c'est signé Lobé. C'est un message qui nous vient de plus 33. Il s'agit de la France. Un autre message ce matin. Que dit ce téléspectateur ou alors cette téléspectatrice? Il y a un téléspectateur des Émirats Arabes Unis là qui fait plutôt en voice. Tu peux donc comprendre qu'on ne peut pas utiliser ton voice. Quelqu'un me dit ici au plus 49, je pense que c'est l'Allemagne. Bonjour au plateau et à toi également parfait ici, la Agatha Moses de la modération. Elle chantait très bien, hein, Agatha Moses. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Elle m'avait beaucoup marqué. Alors, Matthieu 7,7, demandez et l'on vous donnera. Monsieur Parfait, ici, je t'en prie de me souhaiter un joyeux anniversaire et longévité, également comme le père Mbargangele. Tu ne peux pas imaginer ce que ça fait quand le Nkouta te souhaite personnellement un joyeux anniversaire. C'est Kenzo de Brême. Kenzo de Brême. Joyeux anniversaire. Que le Dieu Tout-Puissant se souvienne de toi dans des bons jours comme dans des mauvais jours, qu'il t'apporte tout ce dont ton cœur a besoin, prospérité, amour et surtout beaucoup d'argent. Et quand on a dit cela, on marque une touche, je pense qu'il s'impose d'ailleurs.
vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV et surtout de regarder votre émission Espace Miné entre 10h et 11h52. Nous sommes mercredi, on parle de la diaspora. Une question importante, au moment où nous parlons de cette diaspora, nous voulons également lier les projets d'ordre structurant au Cameroun. Les projets, en parlant justement de ces projets structurants, avez-vous l'impression que la diaspora a été mise de côté? La diaspora a-t-elle été oubliée? Est-ce que la diaspora est consultée? Est-ce que cette diaspora n'a rien à apporter en termes d'expertise, en termes de financement, lorsque nous parlons des projets structurants dans notre pays, le Cameroun? Je commence d'abord par passer la parole à François Mboké pour son premier regard. Projet structurant au Cameroun, la diaspora a-t-elle été oubliée? Oui. Je veux dire vraiment tout de go, parce que toutes les propositions qui ont été faites jusque-là, on a l'impression que nos dirigeants ont leur programme, et ils ont leur vision. Et nous pensons, et pourtant que, voilà par exemple, nous avons parlé ici ce matin de la Sonara, qui n'arrive pas à être réparée depuis que l'incendie est passé. Et pourtant, nous savons que le Cameroun aujourd'hui a une diaspora qui est hyper dynamique, qui a des moyens financiers, qui a des ingénieurs dans tous les domaines, Qui a de l'expertise. et parfois qui est même prête à la donner gratuitement. Prête à donner. Elle attend seulement qu'elle soit sollicitée, oui, et puis elle donne cela gratuitement. Mais nous continuons de ne pas comprendre pourquoi nos gouvernants ont si peur de leurs frères qui ne sont pas au Cameroun. Il n'en demeure pas moins des Camerounais. Et je l'ai dit dans le temps ici, voilà un projet où le ministre a mobilisé un consortium pour venir réfléchir sur comment le faire. Bon, il y a des Camerounais dedans, il y en a qui sont effectivement de la diaspora, mais comment est-ce que on ne peut pas copier ce qui s'est fait récemment? J'avais vu au Burkina Faso. Le capitaine a dit, mais j'ai des projets là, et puis j'ai une diaspora qui peut me donner tant nombre de milliards. Il a lancé, en quelques jours, il a même dépassé le montant sollicité. Incroyable. Incroyable. Aujourd'hui, nous avons une bourse sous-régionale, et nous avons des structures qui peuvent inciter des Camerounais à investir. Parce que, dites-vous, ces personnes qui sont là-bas, parfois, ont de l'argent dans des comptes bancaires qui dorment. Mais il y a des opportunités ici de faire des placements et d'être rémunérés. Ça veut dire que si aujourd'hui la Sonara dit on reprend le modèle normal, vraiment les caisses d'État sont déjà spoliées, il n'y en a même plus beaucoup. On souffre tellement pour être payé même son salaire, et l'État aujourd'hui devrait regarder d'autres moyens de financement, notamment la diaspora. On dit nous allons amener la Sonara à entrer en bourse. Parce que des gens ne veulent pas des structures de contrôle. Bon, vous allez comprendre peut-être pourquoi je me pose pas les questions. Pourquoi il fuit des structures de contrôle? Si on dit aujourd'hui, allez, vous entrez à la bourse, et puis on va lever 1000 milliards pour faire, par exemple, les deux raffineries que je proposais ici. Une peut-être dans le nord, l'autre dans le Grand Sud. Dans le sud. Mais les 1000 milliards seront trouvés en 10 jours. Ah, vous êtes certain, François? Très certainement. 10 jours, c'est trop. Oui, ils seront trouvés, les 1000 milliards. Puisque c'est un investissement que des gens font, ils seront rémunérés dans le travail qu'ils font. C'est-à-dire c'est différent de l'argent qu'ils envoient parfois à un frère ici qui bouffe. Donc vous voyez que ça leur fait déjà faire un transfert direct qu'ils vont récupérer ici au Cameroun et pour peut-être investir à partir des intérêts que leurs placements vont faire. Il y a ces possibilités énormes. Il y a des possibilités d'avoir ces Camerounais. Il y en a qui sont déjà même ici, ils étaient dans des grandes boîtes internationales, ils ont pris soit la retraite. Ils sont au Cameroun, ils sont connus. Mais je ne comprends pas pourquoi le système est si fermé que on ne voudrait pas regarder à gauche, à droite, on ne voudrait pas regarder des gens qui ont peut-être un mot à dire dans l'affaire tant que vous n'êtes pas recommandé. Je ne sais pas qui recommande des gens. Et c'est un problème sérieux. Aujourd'hui, vous avez une diaspora dynamique sollicitée là. Elle peut ne pas seulement faire que la raffinerie, mais la raffinerie est importante parce que ce n'est peut-être pas un secret, si la guerre se maintient, et même si elle ne se maintient pas,
nos États risquent de revoir les prix de carburant. Et vous savez que dès qu'il y a un franc qui s'est ajouté dans le carburant, ça modifie le cours de la vie de toute la nation. Et donc, comme nous ne sommes pas une nation, nous avons une sous-région, ça modifie le coût de la vie. Donc, et dans tous ces pays, le pétrole est un élément central de régulation de la vie sociale. Si le gouvernement avait la possibilité de le comprendre et de travailler pour les citoyens, vraiment, ce serait une affaire classée qui ferait d'ailleurs que, parce qu'on peut raffiner sur place, nous avons déjà notre pétrole, on peut le raffiner, on peut amortir les chocs qui nous viennent de l'autre côté et maintenant vendre l'autre pétrole qu'on ne va pas utiliser sur place. Et le pétrole n'a pas que... D'abord, le pétrole en part a disparu depuis, vous le savez, il n'y en a plus sur le marché camerounais depuis environ 6 mois. Donc les mamans qui utilisaient au village, ils ne peuvent plus avoir du pétrole. Donc aujourd'hui, vous avez le gaz, et vous avez le super, le gazoil, que vous pouvez trouver seulement. Or, il y a des produits dérivés, comme le goudron, vous pouvez utiliser en raffinant sur place. Il y a d'autres produits que vous allez produire, qui vont sortir de ces travaux de raffinerie et qui pourront aider à développer le pays dans d'autres secteurs. Vraiment, c'est une chaîne de valeur qui ne va que produire des choses pour limiter les exportations et qui font donc des fuites des capitaux dans nos sociétés. Merci François Mboké. Joseph-Marie Djama, j'ai toujours ma question. Lorsqu'on écoute François, comme ce fut le cas en début de ce programme, nous avons eu même interrogation. Est-ce que l'ordre gouvernant ignore tout ce que nous sommes en train de dire là, ou alors cet ordre gouvernant ne veut absolument pas de cette option? Oui, mais c'est François le problème. Ah bon? François, c'est Comment le ça? problème. François rêve. Je ne sais pas si c'est à dessein qu'il fait une fuite en avant ou bien il veut jongler parce qu'il a trop d'amis qui sont dans ces milieux de grands sous. D'abord, vous avez vu ça une, c'est la BA, des milliards. Ces gens qui n'aiment faire que titiller. Non, ne rêvons pas. On ne peut pas choisir de ne pas dormir dans la nuit et penser être éveillé toute la journée. On aura bien sommeil. Et comme on fait son lit, on se couche. Et je dis qu'il m'énerve parce que je n'aime pas quand les gens font... C'est pas la stupidité, non, pas ça. Mais il choisit de jouer les insensés. Alors que c'est un garçon très intelligent. François, il est très intelligent. Vous voyez l'exemple qu'il a pris au Burkina. Et ça, ce sont les produits de la Révolution. Dans la Révolution, on a une pensée. On a une ligne directrice, c'est que nous appelons chez nous la ligne éditoriale. Une idéologie. Une idéologie qui met en confiance ceux qui sont à l'extérieur, qui décident de venir faire les choses, un peu comme au village. Mais chez toi, là, est-ce que ça se passe comme ça? Toi-même, tu vois comment tu fais ton analyse économique, macroéconomique, géopolitique, géostratégique, tout ça mélangé dans ce excellent paquet qui pouvait être comme le Namgwan de Séverin Cécile Abéga, bien succulent à manger. Mais quand dans le Namgwan, on décide de mettre le sable, toi tu crois que tu peux manger quoi? Ça devient compliqué. Non, tu ne peux pas manger ça. Simplement pour dire que non, il ne faut pas qu'on vienne pérorer là pour rien. Nous, ceux qui ont la charge de la gouvernance savent ce qu'il faut faire. Ils le savent. Vous n'allez pas leur dire. Et pourquoi ils ne le font pas? Non, il y a d'autres contraintes. Lesquelles? Les gens, ils ont leurs agendas. Vous ne connaissez pas les agendas du politique. Ah bon, hein? Non, vous ne connaissez pas les agendas du politique. Ah, c'est formidable. Il ne faut pas, ne perdons pas beaucoup de temps. Il faut plutôt souhaiter que vous arriviez aux affaires pour avoir votre agenda. Déjà qu'on a soutenu des thèses sur les silences, vraiment, avec tout ça. On va soutenir des thèses sur les temps. Donc, toi, tu te projettes dans la prochaine République? Je ne me projette nulle part. Je préfère être réaliste. Je demande à Mboké de cesser de se comporter de cette manière. Qu'il pense plutôt à sa gouvernance à venir. Et il pourra mettre sur pied ce qu'il souhaite là. Mais ceux-ci ont un agenda. Et ne pensez pas que dans leur agenda, ils ne souhaitent pas le bien du pays. Non, ne pensez pas ça. J'ai vous dire qu'il y a d'autres contraintes qui les amènent à ne pas regarder là où vous pointez du doigt. Vous voyez, vous pointez la lune et ils voient votre doigt. Ça, c'est leur capacité. Et ces contraintes-là, ce sont lesquelles? Elles sont très nombreuses. Commençons par énumérer deux ou trois. D'abord, les contraintes humaines les empêchent de pouvoir faire ce qu'ils désirent. Vous pensez qu'un ministre, quand il est quelque part là, il ne voudrait pas changer les choses? Il y a d'autres choses qui sont des obstacles.
qui ne peuvent pas toujours nous dire. Et François en sait quelque chose parce que lui et moi, nous avons trop d'amis ministres. Bon, le journaliste garde 95% des informations dans son ventre. Professeur, vous allez m'excuser. Nous sommes là dans la politique. C'est des affaires très compliquées. Très compliquées. Quand vous voyez le dossier de la Sonara, vous pensez que c'est une affaire aussi simple? Mais qu'est-ce qui est mystique là? Mais ce n'est pas mystique. Je ne parle pas de mysticisme, je parle de la simplicité et de... Puisque les autres pays ont des raffineries, sans que cela ne crée en conjugaison, on nous parlait du passé composé. Nous parlons en conjugaison du passé composé, de l'imparfait, du plus que parfait. Donc, vous voyez, on se retrouve avec tout ça. Et à la Sonara, ceux qui arrivent, qui sont là, qui passent, lorsqu'ils s'imprègnent du dossier, à un moment donné, chacun respire fort. La preuve, là, lui-même, il a dit que l'argent qu'on est en train de débloquer là, pour pouvoir relooker, 700 milliards. 700 milliards peut nous donner deux raffineries. Comment comprendre même déjà que la SNH parte à Kribi faire une raffinerie alors que on est en pleine crise anglophone au Cameroun et il y a la Sonara qui était en difficulté. Au lieu de aménager la Sonara, la mettre sur pied, on prend la pensée à Kribi. Vous pensez que ce choix stratégique est républicain? À mon avis. Quel est le message qu'on envoyait à la partie anglophone? Donc pensons que ces gens-là ne sont pas naïfs. Ils ne sont pas bêtes. Ils sont même très intelligents. Parce qu'ils arrivent à sortir comme ça de l'étreinte de certaines difficultés. François, tu suis mon regard. Donc, c'est comme ça. Vous voyez, par exemple, on va vous dire qu'au niveau, par exemple, de la BEAC, récemment... José Marie, vous reviendrez sur la BEAC tout à l'heure. Priorité au téléphone à partir des États-Unis. Catherine Abodo, bonjour. Bonjour. Et Kambiso et Lange. Bonjour tout le monde. Good morning. Et Kangolo. C'est ça. Bonjour le grand modérateur, bonjour aux panélistes. Good morning everyone. Good morning. Je m'appelle Catherine Abodo. Je suis la directrice de la communication pour la Fédération Ekambi America. Bon, je suis basée ici à Washington DC aux États-Unis. Bon, j'ai grandi ici. C'est vrai que je parle beaucoup l'anglais, mais je vais faire l'effort de parler en français. D'accord. Voilà. Donc bonjour et merci pour l'invitation. Nous vous disons bien merci pour cela. Vous allez donc faire un effort de parler en français. Vous-même, vous l'avez déjà dit, vous êtes la directrice de la communication des Cambus et America. Vous organisez un grand événement au mois d'août du côté des États-Unis. Pour l'instant, où en sommes-nous lorsque nous parlons des préparatifs? Oui, merci une fois de plus. Donc, effectivement, la Fédération Ekambi America, dirigée par le président Junior Mekinda, organise un très grand événement culturel, c'est-à-dire le 4e congrès des Ékambi d'Amérique qui aura lieu à New York du 5 au 9 août. Donc, nous sommes à moins de 40 jours de ce grand événement culturel qui est ouvert à tout le monde. Donc, en ce moment, nous sommes en pleine préparation au niveau de la communication. On est en plein tournée des associations dont nous visitons les associations camerounaises qui sont basées ici. Donc, par exemple, récemment, nous sommes allés visiter l'association Dundé. Nous sommes allés rendre visite aux associations chez les Bassa, les Écans, et donc toutes les communautés. Donc, c'est un événement qui est ouvert à tout le monde. Et en ce moment, on est vraiment en pleine communication et en pleine tournée des associations camerounaises pour inviter toute la nation à notre événement culturel. Alors, pour l'instant, concernant justement ce grand festival des Écans du côté des États-Unis, avez-vous l'impression qu'il y a une bonne implication des Écans, d'abord de ceux qui sont là-bas aux États-Unis et maintenant ceux qui sont au pays? Et maintenant, quelle innovation pour ce 4e congrès? Oui, tout à fait. Il y a une très grande implication des Écans vivant ici en Amérique. C'est-à-dire que nous avons toutes les associations Écans qui sont impliquées. Nous avons nos réunions chaque semaine. Nous avons les vice-présidents des associations qui sont parmi nous, qui nous aident à organiser ce grand festival, ce grand congrès.
Et surtout aussi, si vous voyez sur notre page Facebook ECAMC America, nous avons le soutien de tous les ECAM qui nous soutiennent, qui nous aident à communiquer sur cet événement. Nous avons aussi notre ambassadeur qui sera aussi parmi nous, l'ambassadeur du Cameroun qui est basé ici à Washington DC, qui a validé sa présence. Donc ça, c'est aussi un très grand point à souligner. Et au niveau du... allô, vous m'entendez? J'ai écouté 5 sur 5. D'accord, merci beaucoup. Oui, donc à ce niveau, on a vraiment une très grande implication des États. C'est vraiment un très grand plaisir de voir nos frères et sœurs être autant impliqués. Et en temps d'innovation, sur la communication, nous avons une application pour le CECA 2026 qui sera lancée d'ici peu. Donc, les participants seront capables d'avoir accès aux activités. Ils peuvent communiquer comme sur Facebook, ils peuvent communiquer avec les autres participants, ils ont accès aux activités. Donc, c'est notre nouvelle innovation pour cette édition, c'est d'avoir accès à une application que tous les participants pourront télécharger. Donc, c'est quelque chose de vraiment fantastique et nous avons hâte de voir nos participants l'utiliser pendant le CECA et je pourrais vous partager le lien lorsque ça sera prêt. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour cet événement. Catherine Abodo, c'est l'une de mes dernières préoccupations. À 40 jours environ de la tenue de ce grand événement du côté des États-Unis, quel est le message que vous lancez à tous les écans et maintenant à tous les éventuels partenaires et mécènes? Oui, j'invite à tout le monde de participer, les ECAM. Vraiment, c'est notre saison. Nous sommes en plein réveil culturel. Nous sommes vraiment très fiers de notre identité. C'est le moment de venir main dans les mains, nous aider pour que cet événement soit une très grande réussite. Nous avons besoin de tout un chacun, les ECAM et les non-ECAM. C'est pour non seulement les ECAM, mais aussi pour tout le Cameroun. C'est notre pays qui sera mis de l'avant. Mais vraiment, j'appelle à tout le monde de venir participer à cet événement. Et nous avons hâte d'avoir notre grand modérateur parfait ici, parce qu'on vous attend ici avec bras ouverts à New York, toute la communauté camerounaise et les ECAM. On vous attend vraiment avec beaucoup de fierté, Monsieur Parfait ici. Vous savez que vous êtes attendu ici, donc sachez que vous avez votre place ici parmi nous au CECA 2026. Donc vraiment, c'est une très grande fierté de nous avoir parmi nous pour cette édition. Catherine Abodo, en votre qualité de directrice de la communication de ce grand événement, et ECAMC America 4e édition, qui se tiendra donc du côté de New York, Info TV et Espace Miné, au nom du président directeur général du groupe La Météo Dieudonné Vent, nous vous disons merci. Merci infiniment et bravo à tous et bonne émission. Merci. On revient donc sur ce plateau pour la suite de nos échanges. C'est Marie-Joseph Marie-Jama qui avait la parole. Vous la reprenez et vous allez chuter. Vous vouliez aborder le sujet et entrer à la BEAC. J'étais donc disant tout à l'heure que lorsque nous pouvons voir quelqu'un de si intelligent, que parce que c'est presque un génie, ils vont s'en abanguer le gouverneur, l'ami de François. Il a des grands amis. Hein. Très grands amis. Et qui peut prendre sur lui comme ça, je crois que vous avez suivi cette actualité récemment, de ne plus financer par exemple les entreprises dans la sous-région. Alors que nous sommes dans une période où il faut relancer justement l'économie et soutenir les entreprises, vous comprenez bien que ce n'est pas, c'est pas un fait anodin. C'est pas un fait anodin. Donc pour dire simplement, en revenant dans le contexte qui nous concerne, que les décisions ne sont pas toujours inadaptées. Elles sont très souvent incompréhensibles, tout simplement. Parce que les communications ou la communication de nos leaders n'étant pas toujours fluide, où on communique mal, parce que le peuple aujourd'hui
observe ce fossé entre le dirigeant et le peuple, parce que la communication qui vient du sommet n'est pas toujours celle que le peuple voudrait avoir, où il y a manque de communication, où il y a absence de communication, il y a mal communication, mauvaise communication. Donc c'est important, il faut apprendre à communiquer, parce que les difficultés que nos leaders vivent ne sont pas celles que le peuple vit. Et le peuple ne comprend pas toujours. Même si rien n'excuse rien, parce que rien n'excuse rien, je précise très bien, parce qu'en économie, les données sont quand même sont comme des électrons ou encore des atomes. Vous comprenez un peu. Et on ne peut pas avoir... que les ministres camerounais qui subissent tout cela Ailleurs, il y a d'autres pays. Il n'y a pas que... Je ne parle pas des ministres ici. Alors des dirigeants? Je ne parle pas des ministres ici. Je parle bien des dirigeants. Je dis bien que le seul garant de la politique, quelque part, ce n'est pas le ministre. Ce n'est pas un DG. C'est le président de la République. Chacun fait ce que le président de la République désire. Lorsque le ministre Moutazé va chercher l'argent à l'étranger, s'il ramène de l'argent pour prendre ce cas, il ne va pas disposer de cet argent comme lui désire. Il rend compte à son chef et le chef lui dit ce qu'il y a à faire. Ça, c'est très important. Et quand vous lisez la constitution du Cameroun, c'est le chef de l'État qui décide de la politique de l'État. Donc moi, je ne me perds pas en conjecture. Donc c'est lui qui dit qu'on ne repart pas à Sonara. Je ne me perds pas en conjecture. Lorsqu'un père de la maison est sorti, il a dit, je voudrais que parfait tu puisses de l'eau, François, tu me repasses les habits, Alain d'eau que tu t'occupes du bois. Quand je rentre et ce n'est pas fait, alors je vous pose des questions, je vous interroge. Vous me rendez compte. Très bien. Merci, Mr. Djama. On passe la parole au professeur Claude Noubissi. Professeur, on a suivi José-Marie Djama tout à l'heure. Il est très dubitatif. Hein? Il pense que ces gens-là savent exactement ce qu'il faut faire. Malheureusement, ils sont liés à d'autres contraintes. Il a parlé des contraintes. Est-ce que nous devons garder espoir? Parce que entre-temps, nous ne faisons que dire ici tous les mercredis que la diaspora est compétente, qu'elle est dynamique, qu'elle a de l'expertise et qu'elle a même de l'argent. Mais le fait de ne pas impliquer cette diaspora, lorsque nous parlons des projets structurants, est-ce que ce n'est pas le Cameroun qui s'en sort perdant? Logiquement, c'est le Cameroun qui s'en sort perdant parce que l'apport de la diaspora est incontestable. La question que vous avez posée, notre diaspora est-elle oubliée? Vous savez, je vais aller beaucoup plus dans le domaine du comment. Comment est-ce qu'on peut faire pour rentabiliser les ressources financières, intellectuelles, sociales qui vont venir de la diaspora? Comment est-ce que l'État peut mettre en place un dispositif de mise en commun parce que quand on parle des projets structurants, moi je pense qu'ils peuvent venir à la fois du Cameroun comme peuvent venir de l'extérieur. Bon, c'est pourquoi l'analyse sera un peu dans ce petit jeu. Vraiment, il faut d'abord commencer par une vraie réconciliation de ceux qui sont là actuellement avec la diaspora. Une vraie réconciliation. Je me demande pourquoi... Il faut d'abord laver le linge sale. Il faut vraiment laver le linge sale. Je me demande pourquoi est-ce que le gouvernement actuel n'a pas mis en place une bonne structure, une bonne commission de réconciliation avec la diaspora. Parce que les dernières échéances électorales nous ont fait savoir déjà qu'est-ce que ces gens pensaient à l'intérieur d'eux. Et bon, la réconciliation, après la réconciliation maintenant, je sais qu'il y a au ministère des Relations extérieures toute une direction chargée de la diaspora. Mais il va falloir maintenant que nous puissions nous-mêmes à l'intérieur montrer à cette diaspora-là que les dépenses, leurs apports seront rentabilisés. Parce que vous savez, la dynamique, les dynamiques mentales sont en train de changer au Cameroun. À un moment donné, les gens ne font plus confiance aux gens. Plusieurs projets sont venus de l'extérieur et n'ont pas trouvé une continuité, une issue favorable à l'intérieur. Ce qui fait que beaucoup sont découragés. Beaucoup sont découragés, même pour rentrer au pays. Et quand ils arrivent ici... C'est qu'il faut être clair en le disant. Il faut dire la vérité avec eux. Il faut négocier avec la diaspora. Il faut leur tendre la main. Il faut les écouter. Et il faut maintenant, avec eux, savoir comment est-ce qu'on peut faire pour rentabiliser leur projet. Je suis d'accord avec tout ce qui a été précédemment dit, mais disons tout simplement que gardons espoir dans le sens où on ne pourra plus rien faire sans elle. On ne peut plus rien faire sans elle. Qu'on le veuille ou pas. Qu'on le veuille ou pas. Sur le plan économique, sur le plan juridique, sur le plan financier, ces gens ont de la ressource. Sur le plan de l'expertise. Sur le plan de l'expertise, ils ont le légal. Et moi, je suis parfois dubitatif quand je me rends compte que beaucoup de nos structures, de nos sociétés sont dirigées, sont exploitées par les étrangers. Parce que c'est de l'argent qu'on vient, on prend au pays et qui rend plutôt service ailleurs. Moi, j'aimerais que les nationaux, les Camerounais soient à la tête de beaucoup de structures. Moi, je ne voudrais pas citer certaines structures. Moi, quand je prends par exemple les gens qui nous lèvent le gravier à Yaoundé,
Moi, chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'on n'a pas une expertise allant dans ce sens-là? Est-ce qu'on a besoin que ce soit les gens qui viennent de l'étranger? Est-ce que, franchement, c'est ça le problème de fond? Moi, je pense que nous sommes ici, vous nous invitez pour que nous puissions partager nos expériences et participer à la construction de notre pays. Tout à fait. Bon, moi, je pense qu'il y a beaucoup. Si on prend le cas de la Sonara, comment est-ce qu'on peut faire? Il y a quand même des chiffres. Je ne sais pas pourquoi notre ami n'a pas voulu signifier. Moi, j'ai lu les chiffres qui sont peut-être, qui sont porteurs d'espoir. Parce qu'on dit que si l'exploitation est vraiment attribuée au Cameroun, on va quitter de 1% à 34%. C'est-à-dire que l'avantage, le bénéfice quittera de 1% à 34%. Moi, j'ai rêvé toute la nuit quand j'ai lu ça. Je me suis dit, bon. En 10 ans. En 10 ans. Voilà. Moi, je me suis dit, ben, si on peut atteindre ces niveaux, mais le peuple qui nous écoute a besoin de savoir quel est l'impact sur leurs conditions de vie. Moi, je pense qu'il va falloir mettre en place une vraie structure, une vraie réflexion, une vraie commission de réflexion sur comment matérialiser, comment substantiellement bénéficier des expertises de la diaspora dans le sens de porter nos projets structurants. Le problème de fond encore, c'est que plusieurs projets n'aboutissent malheureusement pas. Très bien. Plusieurs projets n'aboutissent pas. Moi, je vais prendre un exemple qui me choque chaque fois. Je suis arrivé à Yaoundé en 1997. Sortant même de la diaspora. Je suis arrivé, c'est après, parce que je sortais de l'Ouest. Après, je suis rentré en 2010 quand j'ai eu ma thèse. Alors, mais je vois, il y a des routes à Yaoundé qui sont bitumées 4-5 fois. Et moi, je me pose la question de savoir, est-ce que ce n'est pas une dépense inutile? Une dépense de trop. Si on avait peut-être mis les moyens seulement sur l'entretien des routes, la construction des routes, on retire l'argent qu'on met pour les routes au Cameroun, on pouvait construire plusieurs kilomètres de route ailleurs. Voilà le problème de fond. Bon, c'est un problème de mentalité. Et cette diaspora, pour qu'elle communique avec nous, elle est devenue un peu plus mature. Elle craint même d'investir au Cameroun. Plusieurs vont investir ailleurs. Moi, je connais plusieurs Camerounais qui ont préféré aller partager, aller faire bénéficier leurs expertises ailleurs. Bon, moi j'interpelle le gouvernement afin qu'on mette en place une vraie commission. C'est vrai qu'une direction a déjà été mise en place, mais que les actions deviennent de plus en plus concrètes sur le terrain afin que nous puissions exploiter de manière significative la participation et l'expertise de la diaspora dans la mise en place des projets structurants. Merci, merci professeur. Alain Douk, c'est l'actualité au Cameroun, folle actualité d'ailleurs, depuis quelques mois, l'exploitation minière, et surtout dans son volet or. Et là encore, on a l'impression que prioritairement et majoritairement, ce sont les expatriés, les étrangers qui se la coulent douce. Est-ce que nous n'avons pas des formidables expertises à l'extérieur de nos frontières, des Camerounais qui peuvent venir exploiter ces minéraux et notamment cet or pour le bien du pays? Parfait. Quand on parle de minéraux, on sait bien qu'on parle du sous-sol et le pétrole, tant le pétrole que l'or sont dans le même panier. Tout à fait. Je vais faire deux choses. Je vais réagir à un certain nombre de choses qui ont été dites sur le plateau avant moi. Et je vais sortir en répondant à ta question et en donnant mon analyse sur le sujet à l'ordre du jour. Vous savez, on gouverne selon ses allégeances. Il faut que les gens comprennent ça. Dans la Première République, au sujet du pétrole, vous voyez bien qu'on s'est arrangé à ne pas avoir une architecture, un plateau technique qui permettait de raffiner notre lourd en produits dérivés finis. C'est-à-dire qu'on s'est arrangé à ce qu'on reste à un semi-lourd, qui nécessite encore que nous dépendions de forces exogènes qui doivent raffiner cela en produits dérivés et nous les renvoyer pour que nous sortions des devises pour acquérir le plus léger venant d'ailleurs. C'est quoi cette option? C'est quoi cette ingénierie? Est-ce qu'on fait ça dans un pays normal? Et vous voyez donc, il y a toute une mafia qui s'est construite autour de cette dépendance. La Deuxième République est intrinsèquement liée à la Première, vous le savez, puisque celui qui tenait les rênes de la Première a choisi comme dauphin celui-là. Donc il y a une mafia qui aime ce statu quo, qui nous vampirise et nous parasite en rapport avec le statu quo, le maintien du statu quo en question. Pendant qu'on se plaint de ce problème de souveraineté énergétique, mais d'aucuns s'engraissent, il faut le reconnaître. Parfait, on a évoqué ici une fois, le dilemme autour de l'assurance. Si vous imaginez une grosse structure comme la Sonara, comme ça, un incendie d'abord questionnable, et puis un problème d'assurance, comment la structure n'était pas assurée et tout. Vous voyez,
il y a une mafia qui ne veut pas que le pays se lève. Scandale du côté de la SNH. Et maintenant, vous voyez, pendant qu'on est là, on réfléchit sur, mais attends, pourquoi ça tarde? Pourquoi on ne fait pas tout pour que, à l'image d'autres raffineries ailleurs, toujours même en Afrique subsaharienne, qu'on puisse totalement raffiner notre pétrole lourd, notre brut lourd. Eh bien, vous voyez que pendant qu'on y est, on vous sort une histoire où on crée une filiale de je ne sais pas trop quoi là, de l'autre côté à Kribi. On est toujours dans la même logique, toujours nous excentrer des vrais enjeux. C'est un peu ça. Donc, il faut une réelle volonté politique et il faut des gens qui aiment le peuple et qui sont prêts à prendre des risques, qui ne pensent pas seulement à leur petite personne, d'accord? C'est de ça qu'il est question. Maintenant, dès que j'ai fini, je reviens à ta question. Parfait. Et en sortant de là, pour dire que ben, si vous voyez à un certain moment qu'il y a trop d'enjeux qui vous dépassent, quittez la scène. Donnez l'opportunité à une nouvelle génération d'acteurs politiques, d'opérateurs politiques qui pourront, eux, prendre les risques que vous n'arrivez pas à prendre. Par exemple. Maintenant, je reviens au sujet. Parfait. Vous serez surpris. Parce que la réponse déjà pour le sujet, pour moi, c'est non. On ne veut pas faire avec la diaspora. Maintenant, chacun va apprécier selon ses sensibilités. Mais maintenant, la diaspora, elle veut s'impliquer. Je vous donne la démonstration. Dernier trimestre de l'an passé, 2025, notre ambassadeur en France, M. Ekoumou, a reçu, a reçu une délégation du Haut Conseil camerounais de l'extérieur. Les gars de la diaspora ont démontré qu'ils veulent s'impliquer dans les projets structurants et le développement du pays. Ils sont venus non pas avec des idées totalement éthériques, ils sont venus avec une feuille de route, un document diagnostic, analyse, prospective et proposition de projets concrets. Plus de 700 pages, appelé le PADIS. Le PADIS en question pour dire, le sigle voudrait dire que la diaspora associée, n'est-ce pas, au développement pour un Cameroun, voilà. Programme, j'espère que je ne me trompe pas sur le P, hein, le P, voilà, c'est-à-dire qu'un programme où la diaspora est associée pour le développement, d'accord, pour un Cameroun émergent. Des propositions concrètes, je vous cite des propositions. On a proposé justement de faire à Kribi, de créer à Kribi une plateforme industrielle et technologique pour la production. Du pétrole? Non. Des véhicules. Une chaîne de production de véhicules. Tu sais qu'il y a un problème structurant depuis 2007. Véhicules turcs. Il y a même eu une histoire des Chinois. Pour l'appeler Caterpillar, ça devait être à Kribi. Vous avez des nouvelles de cette histoire? Ils ont proposé, ils ont dit, ils prennent sur eux, ils peuvent mobiliser, ils ont fabriquer nous, les Camerounais de la diaspora, on peut le faire, et on l'implémente. À Kribi, toujours, ils ont appelé ça, la Diaspora City, c'est-à-dire une nouvelle cité, hein, dans les standards que nous connaissons des vraies villes, ailleurs, etc., à implémenter par eux. Ici, au niveau de Yaoundé, ils proposaient justement de revoir la politique du transport urbain. Vous savez qu'on a énormément de problèmes. On s'est plaint de l'invasion des mototaxis, etc. Avec proposition de venir avec une première cuvée de bus, etc. Des propositions sectorielles au niveau de la santé. Je dis, c'est structuré pour les différents secteurs. On sent un travail professionnel. Puisque le ministre, l'ambassadeur lui-même leur a dit que vraiment, il n'a pas tari d'éloge pour leur dire que c'est concret, voilà, c'est dynamique, c'est ça. Ils ont dédicacé un exemplaire de l'ouvrage au chef de l'État. Donc, c'est arrivé en haut lieu. Bon, j'aimerais vous poser la question de savoir, on a déjà passé le premier semestre de 2026, si vous voyez que l'affaire là va le faire. Mais moi, j'aimerais suggérer à Parfait, puisque ça vous apporte que la diaspora profite de la présence du chef de l'État maintenant en Europe pour le rencontrer. Et c'est le chef de l'État est parti là-bas pour les rencontrer. mais ils peuvent... L'agenda du chef de l'État est surchargé. Mais il reçoit des hommes d'affaires d'autres pays là-bas.
Donc il peut aussi recevoir... C'est très compliqué. Vous voyez donc que les gars vous disent clairement que le problème n'est pas à notre niveau. Très bien. Le problème, c'est chuter. vous et ceux qui vous gouvernent. Merci. Lisons rapidement ces nombreuses contributions des téléspectateurs et téléspectatrices. Je vous amène d'abord plus 33, c'est la France. Bonjour Perfecto et à tout ton panel, surtout à mes vieux frères Mboké et Djama. À mon avis, la diaspora n'est pas oubliée. C'est à elle de s'organiser et proposer au pays sa contribution. Je suis promoteur d'une société coopérative en cours d'immatriculation en France qui va mobiliser l'épargne des compatriotes d'Europe pour soutenir l'investissement au Cameroun. Nous nous engageons à faire de la diaspora camerounaise un acteur majeur du développement de notre pays. Bité des maisons, commissionnaire de transport et transporteur de marchandises agréées, Union européenne, président de BD Move en France et Cameroun. Il n'est même pas au courant que ces frères de la diaspora ont déjà fait des propositions concrètes dans le cadre du pacte avec la diaspora pour un Cameroun émergent. Perfecto, toi et ton panel, soyez salués. Projet structurant au pays, le pétrole coûte 1100 francs le litre à Obili. Quelle image! C'est Luc Emmanuel. Parfait, ne sortons pas sans le dire. Le détroit d'Ormuz est ouvert. Vraiment, les histoires où on commence à nous conditionner pour dire qu'il va augmenter, là, c'est ouvert. Non, c'est ouvert. Les négociations ont abouti, c'est ouvert pour le moment. Oui, mais ça a été bloqué pendant plusieurs mois. Ah oui, ils vont utiliser ça. On a besoin du pétrole qui vient d'Ormuz. On n'a pas besoin. On n'en a même pas le pétrole là. Peut-être celui dont on vous parle vient peut-être du Nigeria. Je repars du côté de l'Allemagne au plus 49. Rebonjour au plateau. Concernant la thématique, je dirais que la diaspora est mise de côté. Nombreux sont ceux de la diaspora qui veulent s'impliquer dans les projets structurants. En dehors d'un apport financier, la diaspora camerounaise détient également cette expertise requise. Monsieur Parfait, ici, je suis un ingénieur en construction métallique et également ingénieur international en soudure. La construction d'une raffinerie, pour moi, c'est un jeu d'enfant. Voilà. Mais le régime préfère passer le marché aux Chinois. Voilà. Je vais poser la question tout à l'heure. Vous voyez poser la question tout à l'heure. Est-ce que la construction d'une raffinerie relève du mystique? Non, du tout. C'était avant. Est-ce que ça relève du mystique? Aujourd'hui, nous avons des gars partout. Et il n'y a pas les Camerounais. Et vous allez même voir que quand les Chinois vont gagner le marché, ce sont des Camerounais. C'est compliqué. Nous avons dans conjugaison le présent. Nous avons le passé. Nous avons le passé composé. Alors, nous ça. Il y a des contraintes. Je vous ai dit qu'ils n'ignorent pas tout cela. Ceux qui nous disent qu'ils n'ignorent rien, ils savent, mais il y a des contraintes. Non, c'est du parasitage. Les parasites, on les tue. Bonjour à vous sur le plateau. Docteur Perfecto. Je ne suis pas encore docteur. Pour être honnête, tu peux être honoriste. Pour être honnête, je me sens à l'aise au niveau où je suis encore. Il ne faut vraiment pas soigner les gens. Alors, bonjour à vous sur le plateau. On a déjà beaucoup tiré sur le gouvernement contre la sourde oreille qu'il fait face à cette diaspora. Mais pour moi, je pense que cette diaspora n'a pas besoin de l'État. Je suis un Camerounais vivant aux États-Unis. J'ai amassé suffisamment d'argent. Pas besoin d'associer le gouvernement. Je rentre, j'ouvre mon entreprise, peu importe le domaine, manufacturation des minerais, techniques d'agriculture intense, des start-up sur le digital, création des applications pour faciliter la comptabilité des entreprises, etc. Je me prends comme commerçant. Je vends mon produit. Les hommes riches du monde sont des entrepreneurs. Après cet acte, l'État viendra donc vous voir. Mais implantez-vous d'abord. Donc, pour moi, je pense que cette diaspora aussi n'est pas très active pour le développement du pays. Soyons aussi honnêtes. Leur descente peut aussi être un projet de blanchiment d'argent en associant l'État. Faisons attention. C'est le doux depuis Kribi qui envoie donc cette... Je me demande s'il est sérieux. Non, moi je voudrais poser la question. Ce qu'il cite là, c'est ce qu'il a fait? Ou bien ce qu'il demande qu'on fasse? Je pense que c'est ça. L'État est partout. L'État, c'est le régulateur du jeu. D'abord, quand il parle des mines là, tu fais ton permis là, tu l'obtiens comment? Il y a beaucoup de choses. Oui, il y a beaucoup de choses qui demandent l'agrément. Qui vous donne l'agrément? L'État est là.
Ah, et quand il va commencer à vous dire, les amis, c'est pas comme ça que ça se passe ici. Mais actuellement, il y a des histoires d'agréments de sucre qui circulent partout là. Il paraît qu'il n'y en a même pas. On cherche des gens qui ont d'agréments. Il y a des problèmes. Des gens viennent nous voir de temps en temps. On ne sait pas. Bon. La famille qui détient les parts majoritaires. Voilà, un autre message ce matin. Bonjour et bonne émission parfaite. Ici, bravo Monsieur Djama. J'ai des larmes aux yeux quand j'entends les explications de très mauvais goût de François Mbouké et qui se moque à la limite encore des Camerounais. Les pays asiatiques devenus aujourd'hui des dragons d'Asie le sont économiquement parce que leurs dirigeants ont privilégié la coopération PPP, partenariat public-privé, en mode BOT, Build, Operate, en transfert. Construire, exploiter et transférer à terme. L'État et l'investisseur conviennent d'une période d'exploitation afin que ce dernier rentre dans ses fonds investis et retrocède la structure à l'État. Curieusement, aujourd'hui, le ministre des Finances a trouvé une autre formule en ce qui concerne justement la Sonara et qui n'encourage pas les investisseurs à laisser leur argent être géré encore par les fonctionnaires avec les conséquences que vous connaissez. À ce rythme et avec ce modèle, malheureusement, la Sonara ne sera jamais réhabilitée. C'est mon modeste point de vue, Majesté Manda. Ah, mais en quoi il est contre moi? J'ai dit le contraire. Il n'aime pas ton visage. Voilà. En fait, tout ce qu'on dit, c'est que dans le partenariat public-privé, dans le cadre de cette émission, ce que nous voulons dire, c'est que dans le cadre du partenariat public-privé, ça ne doit pas être, les partenaires privés peuvent être des Camerounais de la diaspora. C'est ce qu'on dit, ils ont une capacité de mobilisation. Et c'est à l'État du Cameroun de prendre des ressources propres. Merci, professeur. Il y a également, s'il vous plaît, il y a également certains, de plus en plus, nous dénonçons vraiment le fait que, bon, apparemment, l'ordre gouvernant a mis la diaspora de côté, mais certains pensent également, qui revient également à cette même diaspora, d'être un peu plus agressif, un peu plus actif, en prenant les devants, en venant au Cameroun, en mettant probablement la pression. En fait, vous savez, nous autres qui sommes ici, on voit les choses différemment. Parce que pour qu'un projet arrive à terme, déjà, ça passe par plusieurs stades. On va parler de l'avant-projet sommet, l'APS, on va parler de l'APD, l'avant-projet définitif, et tout ce système, tout le circuit est fait parfois avec des gens qui ne sont pas de bonne moralité. Moi, je pense que l'urgence est au Cameroun aujourd'hui, avant qu'on redéfinisse un style d'éducation pour modifier notre mentalité. Parce que tout ce qu'on est en train de dire, on va apporter des très bons projets, des très grands projets, si la mentalité reste la même, ça va échouer. Comme projet n'aboutira. Je vous le dis avec autorité en tant que psychologue. Oui, l'objectif premier, c'est de redéfinir le modèle d'éducation qu'on mettrait en place afin que, dès le bas âge, que l'enfant puisse faire la différence entre son bien à lui et le bien public. Qui comprennent que lorsqu'on est dans un pays, on est comme une entreprise. Chaque participation, chaque contribution, chaque énergie fournie va dans le bien-être de tous et pas seulement pour le présent, mais également pour le futur. Si on ne met pas en place ce modèle d'éducation, je suis désolé de vous le dire, on aura trop de difficultés à se développer. Il faut d'abord changer ceux qui sont là, parce que c'est pas lui dans le système actuel. C'est les gouvernants qui doivent. J'ai l'impression que le prof n'a pas étudié ce qui nous gouverne depuis un certain temps. D'abord, tous ont fait, la plupart des séminaires. Et presque tout ce que nos gouvernants ont construit des églises chez eux. Ah bon? Oui, vous ne pouvez pas être athée et construire des églises. Les signes extérieurs de religiosité sont ceux qui doivent en faire Ils ont construit des églises. Ça veut une dire farce. que l'église qui construit et des hommes et des mentalités, ils ne sont pas passés à côté. J'ai des amis qui sont venus me voir récemment, ils ont fait 3 années. C'est-à-dire qu'ils sont allés en Italie, ils ont appris dans des écoles, sont devenus ingénieurs et dans leur structure, on fabrique des pesticides et tout ce qui aide à pulvériser, le pulvérisateur, toutes les machines là. Nous parlions aussi l'autre jour de moustiques qui nous empêchent. Mais est-ce que vous savez que pour vendre un pulvérisateur au Cameroun, vous devez payer au moins 10 millions pour avoir l'agrément? C'est ça là, c'est ça qu'il faut changer. Je ne sais pas si c'est un prix officiel ou il est officieux. Mais pour venir vendre, et vous voyez qu'eux, ils ont une technologie avancée. Et on étudie ici, qu'est-ce qui détruit le planteur africain?
bon, peut-être qu'on a des pulvérisateurs qui pèsent plus et ils ont des modèles électriques aujourd'hui. Vous pouvez avoir votre groupe électrogène, vous mettez votre pulvérisateur au centre du champ, vous branchez, vous n'êtes même pas obligé d'être là-bas, ça pulvérise seul. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais vous dites que seulement ce qu'on met au dos. On vous demande que pour que votre modèle soit agréé, vous déposez 10 millions. Très bien. Donc, quand des gens parlent au quartier, moi je les invite souvent à être accompagnés et à aller dans ces services. Je vais lire un message. Un certain nombre de choses que nous dénonçons ici. C'est compris, François. Je vais lire ce message qui nous vient du plus 44, c'est l'Angleterre. C'est donc Cameroun et la diaspora. Et je voudrais qu'Alain nous rapporte une réponse. Alors, bonjour mon cher parfait ici. S'il vous plaît, qu'appelez-vous la diaspora? 80% des gars ici sont des affamés. Les conditions ici ne sont pas les mêmes. Il faut arrêter de rêver. Laissez le président finir son combat. Que la diaspora commence par former les Camerounais pour l'émergence 2035. C'est Hans. Hans, tu n'es pas sérieux. Parce que même comme on reconnaît partout que nous sommes totalement éculés sur le moment, on ne conteste jamais la valeur intrinsèque du Camerounais. Va fouiller dans les papiers sur même l'Organisation internationale des migrations sur des papiers relatifs à ça. Non, c'est toi qui... On va pas dire que c'est la famille. On vient de voir ce que le Haut Conseil des Camerounais de l'extérieur a produit. Et ils disent qu'on ne bavard pas. Voilà. Avec le document, voici. Voilà. Parfait. Avec le document, voici 150 projets que nous sommes prêts à implémenter immédiatement. C'est sérieux. Et M. Nguéné, qui font partie, dit que le docteur Ndormo et M. Nguéné, qui fait partie, son excellence, qui font partie du Haut Conseil des Camerounais de l'étranger, sont ceux dont tu es en train de parler. Et il y a des choses qui sont faites. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que chaque génération doit gagner ses combats. Et ici, il s'agit des hypothèques. On a parlé des 10 millions, mais que les gars se organisent à braver les hypothèques. Merci, ça, ce sont des réalités. De toutes les façons, répondant encore à Hans, je ne sais pas comment Hans s'est levé ce matin du côté de l'Allemagne. Hans, soyons sérieux, ces Camerounais, la diaspora, pour bon nombre d'entre eux, sont compétents. Ils ont de l'expertise. Ils ont même le financement. Même ceux qui ne peuvent pas manquer de respect à notre diaspora de cette manière. La preuve. Lorsqu'on a dit cela, je dis merci à Marie-Joseph Diama, merci au professeur Claude Noubissier, merci à Alain Douc, merci à François Mboké. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Le Cameroun se fera forcément avec ses enfants qui sont allés hors du pays, y compris ceux qui sont restés au niveau de notre pays. On a besoin de tout le monde pour bâtir cette grande nation qu'est le Cameroun. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?